Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, votre podcast d'Airsoft, pour une nouvelle émission générique. C'est dans ce type d'émission qu'on va échanger avec un invité sur un type de sujet spécifique. Je suis Artemis et j'ai avec moi autour de la table trois chroniqueurs. Ce sont de véritables passionnés, que ce soit des guirdos ou des mécaniciens qui touchent leurs billes, ils répondent toujours le dimanche matin pour aller cracher de la bille entre copains. Dans cet épisode, nous allons recevoir Tristan, un passionné d'airsoft qui pratique notre discipline en étant aveugle. Redot nous parlera de Gore-Tex, Kurman nous expliquera pourquoi, selon lui, le SMG est la réplique ultime alors que nous savons tous que c'est des bolts. Puis nous aborderons ensuite un débat clivant dont le thème a été choisi sur le serveur Discord du kart. Le tir à la libanaise, tactique légitime ou pure tricherie. Alors il est temps de commencer ce tour de table avec nos trois chroniqueurs. Redot, notre fashion boy qui sait reconnaître la différence entre deux textures de steaks d'un simple coup d'œil. Salut Red. Ah bon, je sais faire ça moi? Absolument. D'accord, bah, je sais le faire alors. Mais c'est une rumeur qui nous a été communiquée par notre chevalier de la Dremel et pourfendeur de Téflon, j'ai nommé Kurma. C'est moi. Waouh, on t'autoproclame chevalier de la Dremel et ça te fait ni chaud ni froid, comme quoi. Non mais c'est normal, c'est pas l'intégralité de son titre, c'est le chevalier de la Dremel nocturne. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il adore donner des coups de Dremel entre 3 heures et 5 heures du matin, pour le plus grand bonheur de ses voisins. C'est ça. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul voisin et il est parti, il y a une semaine et demie à peu près. Donc je n'ai plus de voisin là et depuis qu'il est parti, je n'ai plus sorti ma Dremel d'ailleurs. Parce qu'il y a plus personne à embêter. Excellent. Et enfin, le dernier à présenter n'est nul autre que mon binôme, Gaunt, l'homme aussi incisif qu'un scalpel. Surtout en ce moment là, je suis bien salé donc ça va partir fort. Ouais, je vois. Au travail, je dis un truc qui va de travers, je prends une salière dans la figure. T'inquiète, tu pas tout seul. Bon, enfin, j'espère que tu as gardé ta meilleure pincée pour le débat. Quoi qu'il en soit, messieurs, il est temps d'accueillir notre invité. Quand la vue lui fut arrachée dès son plus jeune âge, Tristan a dû s'adapter afin de s'épanouir dans le monde qu'il avait accueilli. Mordu d'airsoft, il a su s'intégrer et créer une place dans les équipes qu'il a fréquentées. Son humour et son autodérision n'ont d'égal que sa motivation. Membre actif de la FFA, Tristan n'a de cesse de faire bouger les lignes afin de créer un cadre de jeu pour les joueurs privés d'un ou plusieurs sens. Hello Tristan, bienvenue sur le podcast et c'est un plaisir de t'avoir autour de cette table. Salut, salut. C'est même toi qui t'es invité parce que tu vas pouvoir dire à nos auditeurs quel type de joueur tu es. Quelqu'un qui fait mourir les puristes normalement, à cause de la MP7 probablement avec le chargeur drum déjà. Mais de temps en temps un joueur aveugle ou un troll, ça dépend. Parce qu'il y en a aussi qui disent que je suis un troll. Ah ouais? Ouais, c'est arrivé, oui. Tu fais partie des rares joueurs qu'on peut retrouver sur le terrain à ne plus avoir le sens de la vue. Comment tu te sens sur un terrain? Un petit peu comme dans la vie de tous les jours, parce que pour moi du coup c'est une habitude, que ce soit analyser une traversée pour, traverser la route en sécurité ou, viser quelqu'un pour le tirer dessus avec une rafale de billes, relativement ajustée, ça fait appel au même mécanisme donc ça va, je me sens Dans ton élément? ouais, voilà, dans mon élément, surtout en nocturne. Après, c'est vrai que pour moi, c'est très, challengeant sur le plan, cognitif et mental pour, rester concentré, analyser tous les sons. Je sais que j'ai tendance à réagir trop vite des fois, donc il faut que j'essaye de L'autodiscipline pour réagir au bon moment, sinon tu te fais détecter ou tirer dessus avant d'avoir pu avoir la fenêtre de tir pour abattre ton adversaire, si je peux dire ça comme ça? ouais, voilà, j'aurais tendance à anticiper un petit peu la position de l'adversaire des fois. C'est un truc que j'ai remarqué dernièrement, donc généralement quand je finis une journée d'airsoft, je dors, directement parce que j'ai plus de cerveau, en fait. J'imagine. Depuis le premier jour où j'ai commencé, j'ai vraiment Accroché? j'ai toujours adoré l'airsoft depuis que je suis gamin et que j'ai toujours voulu en faire. Passer les premiers préjugés, les premiers, je sais pas si ça va être possible et cetera, que les gens se demandent si ça va être possible. Généralement, c'est pas de la fermeture, c'est plus de la méconnaissance. Ça s'est super bien passé et j'ai toujours, trouvé une commu, ouverte et j'ai jamais eu de gros problèmes, donc du coup, je me suis toujours senti bien sur les terrains. Tu as dit juste avant que tu avais envie et tu as toujours été intéressé par l'airsoft. Comment est-ce que tu as connu ce sport? Pour moi, ça a commencé quand j'étais gamin. Je sais que techniquement, on n'a pas le droit, mais on m'a offert un MK23 à l'époque. Un NBB qui, à la fin de sa vie, ne tirait plus que 2 billes par 2 billes. Si tu mettais plus de 2 billes dans le chargeur, il bloquait. J'ai jamais compris pourquoi j'ai changé de chargeur, j'ai changé tout. La mécanique a ses raisons que la logique même ignore. Et puis, bah, je me suis dit: «C'est quoi l'airsoft?» Donc j'ai commencé à traîner un peu sur YouTube, à chercher et je suis tombé sur une vidéo, je sais même pas si ça existe toujours vu ça fait, Une dizaine d'années peut-être? Un peu plus? ouais, ça fait bien 15 ans. Ça s'appelait Modern, Battle, c'était une équipe, un peu milsim, mais le son était vraiment de super bonne qualité. C'est assez rare dans les vidéos d'airsoft, en général et je les entendais, s'affronter tous ensemble et tout. Il y avait plein de rires, il y avait de la bonne ambiance, le bruit, un passage de la vidéo qui m'a beaucoup plu, c'était un mec qui se couche et tu l'autre en face qui lui tire dessus, tu entends les impacts de billes sur des tôles juste au-dessus de lui et moi j'étais à fond et je me disais: «Mais, c'est obligé que je vais en faire un jour quoi, c'est pas possible autrement».
Tu sentais l'immersion, la montée d'adrénaline de la personne, suite aux impacts de billes sur la tôle en dessus. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où elle sortait cette vidéo, mais vraiment le son était très propre et du coup ça donnait un côté vraiment immersif et je l'ai écouté je sais pas combien de fois cette vidéo pendant des années parce que j'ai attendu d'avoir 18 ans naturellement pour commencer et jusqu'à mes 18 ans, j'écoutais régulièrement, je repopais sur cette vidéo en mode: «Quand même ça donne envie quoi». C'est Et du coup, comment s'est passée la première partie que tu as fait? Est-ce que tu as réussi à vivre ce que tu entendais dans cette vidéo? Est-ce que ta première partie a atteint les espérances que tu t'étais données? Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus en détail après, mais déjà, ça a été assez difficile, entre guillemets, de commencer parce que, vu que ça avait très rarement été fait, il y avait très peu d'informations sur est-ce que même c'est possible qu'un aveugle fasse de l'airsoft, en gros. Pour beaucoup de gens, ça faisait un peu peur. Il y avait des questions d'assurance, de sécurité, de est-ce que c'est possible tout simplement. On m'a proposé d'être photographe, par exemple, sur une partie. Ça me fait un peu sourire parce que je profiterais encore moins d'une partie d'airsoft en étant photographe, parce que je verrais même pas le rendu de mes photos. Il soit dit entre nous, je cadre 1000 fois moins bien que ce que je tire. Alors je sais pas si je tire toujours de manière très, très précise, mais par contre, je cadre vraiment très mal, donc ça aurait vraiment pas été le must. Mais pour la première partie, pour ceux qui connaissent, alors, c'était sur caserne. OK, je vois pas du tout où c'était. C'est un terrain de la Wild? C'était en région parisienne? Exactement. C'est un très vieux terrain, c'est l'un des premiers, ouais. Et il a fermé et Oh oui, bah, parmi tant d'autres et effectivement, c'est les premiers terrains de la Wild, c'est vraiment les ancestraux et je crois pas qu'il y ait un des vieux terrains, surtout en région parisienne, de la Wild qui sont encore ouverts. La plupart ont été récupérés pour en faire autre chose ou perdus pour des raisons diverses et variées qu'on n'évoquera pas ici. bah, en tout cas, j'ai pas d'avis, enfin, je suis pas assez au fait de toutes les histoires de qui a dit quoi, fait quoi, machin. En tout cas, le seul truc qu'on pourra pas «enlever» entre guillemets, c'est que les orgas et peut-être parce que c'était «commercial» aussi entre guillemets, donc du coup, on m'a laissé jouer, on m'a dit: «Bah, écoute, tente le coup et puis on verra bien». Tu verras ce que ça donne, quoi. Ouais, voilà. Donc ma toute première partie, comment elle s'est passée? J'ai débarqué un matin, alors il faut savoir que je venais de l'autre bout de la ligne, de métro, qui allait à la caserne, donc j'ai fait toute la ligne, pas complètement en tenue d'airsoft. Pour un aveugle, ça représentait un petit challenge déjà parce qu'il fallait compter de tête tous les arrêts, parce qu'elle n'était pas vocalisée la ligne. Ça représentait 36 arrêts à compter de tête, sans te déconcentrer bien sûr et avec le sac dans le dos et tout le bordel et Traverser Paris, c'est pas forcément l'épreuve la plus simple. non, je te confirme. J'étais déjà un peu fatigué en arrivant. Le terrain, c'était à proximité que tu avais la sortie de métro où tu devais en marcher? Je me souviens plus exactement comment je me suis dépatouillé. Je crois que j'ai fait avec d'autres joueurs. On s'était organisé pour la fin du parcours, entre la station. C'était pas très loin, je crois, de mémoire. Je me souviens juste que le plus «marquant» entre guillemets, c'est que du coup, j'avais une mallette pour mes répliques, tu vois? Genre les grandes mallettes où tu peux caler, 2 fusils à pompe quasiment dedans là. Je me suis ramassé avec ma mallette, à moitié en tenue parce qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer et puis c'était plus simple d'arriver déjà un peu préparé, et ma canne blanche à la main sur le parking de caserne en train de faire la queue et tu avais les joueurs, autour qui se demandaient quoi, mais du coup ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré, Lucani qui était, orga à la base. Sur le terrain, ça t'a laissé un bon souvenir? Tu as passé une bonne partie? Et comment se sont sentis les gens? Parce que comme tu dis, c'est la première fois que tu as un aveugle qui va sur un terrain. Ils ont été accueillants? Ce que je dirais, c'est que à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas d'assaut, je jouais freelance, un peu à l'arrache, quand il y avait une possibilité et quand j'avais les moyens aussi. J'arrivais sur une orga le matin, donc généralement, je m'arrangeais avec l'organisateur et j'essayais de trouver une manière pour l'orga de m'intégrer dans le RP de la partie, parce que je savais que j'allais être avec des gens qui allaient du coup devoir me guider un peu pour les phases de déplacement, ou j'allais modifier leur gameplay en gros. Pour moi, l'objectif, c'est qu'il y a pas un joueur, qui tombe avec moi, puis que lui, il tire pas et qu'au final, il fasse que me guider et tout, puis il avait pas du tout prévu ça. Et l'idée, c'était de trouver un peu des rôles, en coop avec l'orga en disant: «Je sais que je vais jouer d'une manière particulière, donc comment je peux apporter quelque chose?» M'intégrer au mieux? Ouais, apporter un truc à ta partie quoi, en gros. Ça a été par exemple avec des rôles de médic un peu étendus. Je pouvais réanimer des gens, les remettre à zéro, pas comme un spawn, mais un peu comme un espèce de médic, amélioré. J'avais aussi des trucs un peu roleplay, je m'étais fixé du fait que je m'arrêtais de jouer pendant un moment pour être vulnérable et du coup ça faisait que je pouvais réa quelqu'un complètement. Notamment surtout s'il pouvait me guider après, ça évitait que du coup tu mon guide qui soit out et que moi je me retrouve sans personne. Bon, j'ai essayé de trouver un peu des techniques. Mais c'était vraiment folklore les premières parties parce que, autant les joueurs étaient super bien intentionnés, mais pour eux, c'était compliqué, je pense, parce qu'ils avaient peur de «mal faire» entre guillemets, ils avaient peur de faire une connerie. Je jouais souvent chez WT, du coup, tu avais 150, joueurs ou, une centaine de joueurs ou je sais pas combien qui étaient là et personne n'était forcément au courant. Donc, ils apprenaient sur le tas. Alors, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit: «Tu devrais pas être là» ou les gens étaient vraiment très accueillants, toujours, dans l'idée de: «Si tu penses que tu peux le faire, c'est cool, on y va». Ouais, donc ça, c'était les premières parties où forcément, mais au fur et à mesure, tu as rencontré des gens,
Tu as été un régulier sur les terrains, tu rencontrais d'autres réguliers, donc ça s'est posé petit à petit, je suppose. Tout le début de ma, entre guillemets, «carrière d'airsofter», j'ai jamais été régulier sur les terrains, en fait. J'ai toujours bougé beaucoup entre différents terrains et donc croisais rarement les mêmes personnes parce que j'étais étudiant et qu'il y avait la vie à côté. Je faisais que et donc du coup, en gros, je tombais rarement sur les mêmes personnes et donc ils étaient un peu obligés d'apprendre, sur le tas. Du coup, je leur expliquais comment guider et moi, j'apprenais à leur apprendre aussi, du coup. Donc c'était parfois un peu compliqué, quoi. Mais vraiment, les gens ont toujours été très, très cool par rapport à ça. Les gens avaient surtout peur de faire une connerie, mais en fait, ils se débrouillaient très, très bien, quoi. Ah bah, c'est cool en tout cas parce que bon, surtout pour nous qui sommes, en province, c'est pas forcément l'image que renvoyait la population qui allait sur ces terrains parce que forcément nous on connaissait ça par les vidéos qui sortent et c'est cool de montrer que non, finalement, c'est pas le cas. Les gens sont pas tous des idiots qui jouent comme des débiles et ils sont ouverts d'esprit, c'est cool. Après, c'est comme dans tout, hein, tu avais des grands brassages de plein de gens, donc j'ai vu des gens qui s'embrouillaient bêtement pour des histoires de touches, j'ai vu des trucs et Ça, c'est le classique, tu auras ça partout, mais le fait est que toi, tu pas été au sein d'une embrouille, et c'est cool que les gens, comme tu le disais, n'aient pas fait chier en disant: «Ouah, c'est bon, moi j'ai pas demandé à faire la babysitter, démerdez-vous». Donc c'est cool que tout le monde ait accepté, et personne n'ait fait chier et qu'en plus, ils s'attendaient pas à ça et au final, ils avaient découvert une nouvelle chose et c'était une cool expérience pour eux, probablement. je pense et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai toujours, eu ça en tête de me dire en gros, je sais que quand je vais jouer avec quelqu'un, je vais modifier son gameplay. Le mec, il fera pas les mêmes progressions qu'il ferait tout seul. Il faut qu'il pense à communiquer à des trucs où il communiquerait peut-être pas d'habitude. Tu plein de gens qui m'ont dit qu'au final, c'était pas si mal parce que ça les poussait à communiquer, ça les poussait à se concentrer, à sortir de leur effet tunnel que tu pris dedans, quand tu dans une action airsoft. Mais, je sais consciemment que je vais changer des trucs dans le gameplay des gens. Du coup, ça a toujours été un peu mon objectif et j'espère que j'y arrive du mieux possible en tout cas. De changer des trucs, mais d'être un élément, qui puisse se dire: «Ah, c'est comme avoir un snipe ou une batteuse». Tu as un mec, il a certains avantages, certains inconvénients et si le chef d'équipe l'utilise bien, ça peut faire des trucs. C'est un nouveau rôle peu conventionnel dans une équipe qui apporte des choses très intéressantes et une expérience un peu nouvelle, en somme et c'est très cool. Ouais, c'est ça, exactement. C'est d'essayer d'avoir un rôle. Par exemple, mon binôme, si on se coordonne bien, il a 2 canons avec lui, donc il a sa réplique à lui, il y a moi à côté qui tire, donc je peux le couvrir, on peut créer une embuscade à 2, on peut se coordonner au son. Quand on est dans le noir, je peux lui dire: «Ah putain, il y a eu du mouvement là-bas». Ah, je peux faire aussi des trucs. Donc l'idée, c'est de pousser pour essayer d'être un élément du gameplay à part entière. OK, on reviendra effectivement sur le jeu de nuit un peu plus tard. On demande ça souvent, hein, aux gens qui passent ici. Quand tu as commencé, donc à part ce Mark 23, est-ce que tu as eu des influences lorsque tu as commencé Airsoft? Il faut savoir un truc rigolo, c'est qu'il y a beaucoup d'aveugles qui achètent des répliques d'airsoft pour toucher les flingues qu'il y a dans les films, dans les jeux vidéo ou dans les trucs pour voir à quoi ils ressemblent entre guillemets. Et moi du coup, vu que je les achetais, j'achetais mes répliques pour être des répliques. Très souvent, je les achetais par rapport au bruit, à la technique qui était décrite, genre est-ce qu'elle avait du kick. Je les achetais pour des critères techniques, mais très souvent quand j'ouvrais la boîte, je faisais: «Hein? Ça ressemble à ça?» Par exemple, la P90, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai fait: «Ah, c'est avec ça que je vais jouer, d'accord. Bon ben, on va faire avec». Ah oui, ça, pour le coup, Kurma peut en discuter avec toi. Des poignées cassées avec le P90. Alors là, ça ressemble à rien, hein. C'est très bien les P90, arrêtez. Personnellement, j'aime beaucoup les P90 parce que j'ai toujours été un gros fan de Stargate, mais tous les P90 que j'ai eus, je les ai revendus parce que la position que t'as quand tu tiens la réplique me fait mal au poignet. C'est surtout ça que je voulais amener ici, c'est que Tristan, tu découvert la forme en palpant la réplique, mais c'est surtout l'ergonomie, je suppose, qui a dû te surprendre et ça, peu importe que tu la vision ou non, l'ergonomie, on est tous face à ça de manière égale et on subit tous, Il y a vraiment eu la surprise parce que j'avais déjà eu quelques formes de répliques ou de trucs comme ça entre les mains, mais j'avais plutôt type M4, AK, machin, des trucs. du «conventionnel» entre guillemets. Ouais, voilà, et un chargeur en bas. La P90, je fais: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Mais quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai été un petit peu déboussolé. Bon après, je l'ai toujours, hein, et je l'apprécie, maintenant elle est en HPA et j'aime beaucoup cette, réplique pour plein de raisons. Mais ouais, ça m'a Oui. c'était vraiment la surprise et après niveau gear, c'était une catastrophe. Je pense que la plupart des gens qui ont commencé ont fait des choix catastrophiques. Il y en a qui ont commencé en camo français, il y en a qui ont commencé en Flectarn. Bonjour. Ça sera pas pire ou mieux que n'importe qui, t'en fais pas, hein. Attends, attends, parce que là, remettons l'église au milieu du village. Alors, c'était acheté avec un budget d'étudiant, donc j'achetais tout ce qui était, dans mon budget d'étudiant sur Amazon. Il y a Temu maintenant, donc vraiment on peut pas critiquer ça. Voilà, mais bon, c'était à l'époque. Comment te dire? Je sais pas si tu as déjà essayé de visualiser un article Amazon, sans voir les photos, surtout dans du gear, des vêtements même en général, en lisant que la description. Voilà.
Oui, oui, non, mais effectivement. Grosse catastrophe. Il y avait des assortiments de couleurs, je savais pas que ça se faisait pas, entre guillemets, par exemple, entre mes bottes et un ceinturon que j'avais assorti. Ce qui paraît, ça arrachait les yeux vraiment et j'étais en mode: «Bon, bah, d'accord». De base, j'étais parti sur une tenue SWAT ou je sais pas, parce que j'avais trouvé un gilet type SWAT avec des patchs du SWAT pas cher sur Amazon. En soi, c'était un machin velcro, il était pas extraordinaire, mais il était pas déconnant non plus et j'avais acheté un truc qui prétendait être un casque type SWAT, qui prétendait seulement. D'accord. J'imagine que maintenant tu utilises peut-être des sites comme AliExpress qui sont au demeurant très bien pour, en tout cas, se procurer certaines choses pas trop chères pour l'airsoft. Après, faut trouver dedans. Oui, mais j'imagine que les descriptions, ça s'est pas du tout amélioré de ce côté-là, du coup? Pas beaucoup, non. Bon, maintenant, on a quand même des IA qui permettent de scanner un peu les images. Bon, ça reste une corvée. Généralement, je demande l'avis d'un collègue maintenant, airsofter, voyant. Déjà, l'airsofter lambda avec de la vision va faire des choix douteux alors qu'il voit les couleurs et il arrive à faire des choix dépareillés ou des choix catastrophiques et quand tu commences, tu fais ça à peu près au budget ou avec ce que tu as. On a tous nos débuts et Ça m'a surtout donné une occasion de rire énormément parce qu'on s'est retrouvé dans des situations complètement improbables à cause de cette tenue. Je voulais un masque de protection de visage complet parce que les gens ont des problèmes de buée avec, mais moi, j'avais pas forcément envie de prendre, des billes dans le visage, même par rapport aux dents et tout ça. J'avais toujours vu que c'était pas un bon truc. Et puis moi, je me disais: «Bah, vu que je m'en fous de la buée». c'est vrai que la buée fatalement là, c'est le cas de tes soucis. Alors, il se trouve que sur le long terme, ça finit par me faire mal aux yeux. Donc, maintenant, je commence à y faire un peu attention. J'avais le premier truc qui passait, quoi. Et en fait, il se trouve que j'avais pris un masque tête de mort. Et il avait les crocs. Je sais plus s'il y avait pas genre du sang, au niveau de la bouche. Ça protégeait, hein, c'est en plastoc, machin, mais ça avait vraiment un look zombie, quoi. Et il se trouve que mon casque SWAT, on m'a dit qu'en fait, il ressemblait plus à un casque allemand d'une certaine période. Ah! Effectivement, donc ce que tu disais tout à l'heure sur le casque, oui, d'accord. Voilà, voilà. J'étais un zombie d'une certaine période, dirons-nous, Eh bien, World at War, c'est l'heure de jouer à un Call of Duty. avec un gilet du SWAT et une P90. Mmh. Génial. Et des Rangers, déserts de l'armée, britannique. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en surplus, pas cher, je suppose. En morale de cette histoire, je te citerai une phrase qui je trouve est philosophique, que j'ai vue dans la description d'un de ces produits. «Les clients devront s'assurer de l'application de la colle sur leurs yeux pour être pleinement satisfaits». What? Ouais, ouais, effectivement, peut-être que les clients voudront se coller les yeux pour ne plus voir le produit. C'est une possibilité. Chers auditeurs, ne faites pas ça, c'est dangereux. On ne conseille pas de faire ça. Énorme. Après, je suis parti sur un camo armée française classique, on va dire, un style, courant, quoi. Juste, il y a une veste que je trouvais sympa, mais maintenant je choisirais plus en surplus, en fait. Parce que du coup, vu que je peux toucher les vêtements, je peux voir si la coupe, me plaît. Je vais vraiment choisir pour des aspects, plus, physiques, directs, parce que je mets pas vraiment d'inspi derrière. Il se trouve que ça tombe bien parce que la tenue en soi, c'était un ensemble qui suivait bien, mais elle me plaisait avant tout pour la texture, la coupe que j'aime bien, qui est assez droite et sinon, il y avait pas d'inspi particulière, ouais. Maintenant, ça va mieux. Tu as abordé l'évolution avec le CE. Pour la suite, tu nous disais, tu as trouvé des gens pour te conseiller, avec qui discuter de la chose. Est-ce que tu as discuté justement avec ces gens que tu as rencontrés? «J'aime bien ce film, tu peux me décrire les tenues?» Est-ce que tu as essayé de faire de la reconstitution de tenue ou peu importe, on va à l'efficace, ou comme tu l'expliquais, au toucher, Ouais, c'est ça. Si vraiment il y a un film que j'ai kiffé, peut-être je vais être tenté quand même par la réplique, je sais qu'il y a un perso d'un bouquin que j'aime beaucoup par exemple et je suis tenté d'avoir son 1911 et j'ai un 1911 qui s'approche assez donc je suis content. Mais, je suis pas tellement trigger du coup, j'ai pas forcément le réflexe. Il y a beaucoup de non-voyants comme je disais tout à l'heure qui achètent du matos airsoft pour, avoir entre les mains des trucs, de films que sinon ils auraient pas. Mais moi je suis pas tellement trigger par les inspirations de tenues et tout ça. Je vais en surplus, je trouve des trucs par exemple, ma veste actuelle, je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle est pratique et je trouve qu'elle est bien ajustée, elle a un col que j'aime bien. en soi, c'est pas con, tu es plus pragmatique que la majorité des airsofters qui choisissent une gueule avant le confort, un truc pratique, utilisable ou pertinent. Justement, d'avoir un truc dans lequel tu es confort, tu seras mieux pour jouer que se forcer à porter des choses potentiellement pas top, mais bon, on veut faire de la reco de Seconde Guerre. Bon, je dis ça, mais les pyjamas de Anatole, ils avaient l'air très confort. Oui. La laine, c'est bien. Ouais, peut-être que c'est une forme de pragmatisme après. Bah, c'est un pragmatisme imposé, mais au moins l'avantage, c'est que tu choisis des trucs dans lesquels tu es bien et Je demande confirmation, genre si on me dit que c'est pas déconnant et que je trouve que ça suit bien. Si vraiment je trouve que c'est vraiment trop pratique, il y a un monde où je suis capable d'abandonner le: «Ouais, non, fais pas ça» et «Ouais, mais non, c'est trop cool cette poche». même si tu subiras pas la couleur, du moment que le camo n'est pas trop voyant, que t'es pas sur un truc, jaune fluo qui va te faire repérer à l'autre bout, et encore, parce qu'on y reviendra, mais en jeu nocturne. Typiquement, j'avais voulu mettre une touche de «déco» entre guillemets, j'avais choisi un patch Punisher parce que tout le monde m'appelait Daredevil
Je disais toujours: «Ouais, mais Daredevil, il a pas de flingue», et donc du coup, ça m'ennuie un peu, et donc je voulais mettre le Punisher pour, faire une semi-ref. Il se trouve qu'il avait ses yeux qui étaient fluo, et du coup, en nocturne, ça me pourrissait mon jeu, donc j'ai dit: «Au revoir». Ah, c'est dommage, oui. Ouais, la moins de lumière en nocturne, c'est fatal. Exactement. Mais du coup, ça fait quelques années donc que tu pratiques l'airsoft. Sur quel type de terrain tu te sens le plus à l'aise? Jusqu'à maintenant, je t'aurais dit CQB, mais je trouve qu'en fait, ça dépend beaucoup du terrain. Parce que, par exemple, en ce moment, j'ai joué sur un CQB qui est plus Pole Sim, simulation police, avec des contacts très rapprochés, des affrontements en colonne où on est très, très serré. Très rapide aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Tu es sur une action de manière intense. Ouais, généralement, tu vides même pas un chargeur, en fait, hein. Ça dure tellement pas longtemps que c'est, très, très, très rapide, très nerveux. Il y a beaucoup de mouvements. D'ailleurs, j'ai remarqué sur ce genre de scénario, plus le chef d'équipe communique bien, plus la communication dans l'équipe est bien, plus je reste en vie longtemps, et en fait, si je reste en vie pas très longtemps pendant la partie, c'est que ça montre qu'il y a potentiellement genre, les gens savaient pas trop où ils allaient. Des fois, c'est tellement confus comme situation que tu tires pas parce que je sais pas si, T'as un allié, t'as un adversaire en face. ouais, voilà, c'est hyper intéressant. De toute façon, moi, je pense que tu me ferais faire n'importe quel type d'airsoft, je ressortirais en disant: «Ah bah, écoute, c'est super cool, on recommence quand?» Donc j'ai pas vraiment de préférence, j'aime tout en airsoft de toute façon, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper challengeant, mais c'est vraiment autre chose, et pour le coup, je sais pas si je suis plus à l'aise dans un pole sim qu'en forêt. Pourtant, c'est du CQB. Alors, ça vient un peu challenger mes a priori. Je sais qu'il y a des trucs où j'ai été vraiment à l'aise. Par exemple, j'ai joué dans des cavernes, là, forcément, tout dans le noir. Dès que tu as une nocturne ou dès que les joueurs commencent à perdre le sens de la vue parce qu'ils rentrent dans des zones qui sont plus sombres, tu dois avoir ta perception sensorielle qui te rend impitoyable. Ça m'aide pas mal, ouais. Après, comme je disais tout à l'heure, ça m'est arrivé plein de fois de me faire sortir parce que j'ai hésité à tirer en me disant: «Bah, attends, c'est peut-être un allié». Genre où il y a eu des zones de flou où je savais plus très bien. Maintenant, je serais plus nuancé. Vu que je me considère un petit peu comme un élément de gameplay entre guillemets «à part entière», je te dirais que maintenant, j'aurais moins d'hésitation parce que quand c'est vraiment trop flou et que la communication est trop mauvaise, potentiellement, c'est qu'aussi ils ont mal utilisé mes techniques. Si tu mets une tourelle à détection de mouvement avec la mitrailleuse pointée sur l'entrée de ton propre camp, au bout d'un moment, Dommage. l'inverse est vrai aussi. Par exemple, c'est arrivé une fois que je protégeais un fort et j'avais dit: «Bah, laissez-moi un côté clair où je sais que vous passez pas», sauf qu'ils sont passés, et donc du coup et après c'est un ennemi qui est revenu, et je l'ai littéralement laissé venir dans mon dos alors que je l'avais entendu depuis 2 kilomètres, et je l'ai laissé me descendre, «Ah bah, c'est un ennemi, bah tiens». Ça dépend vraiment des circonstances. Comme toujours, une bonne communication, ça aide énormément dans ces situations-là. Ouais, carrément. T'aurais pas eu ces problèmes-là si tu avais une bonne communication qui s'était déroulée. C'est ça le challenge, hein. Ce qui me rassure des fois, c'est que je vois 2 voyants qui se descendent entre eux alors qu'ils sont de la même équipe. Je me dis: «Bon, bah, ça va au final». Ça arrive tellement plus souvent que ce que tu pourrais croire. C'est des trucs que j'ai déjà vus, donc je me dis: «Bon, ça va, ça m'arrive de temps en temps aussi, et ben, je suis pas le seul». Oui. Comment se sont transformés les joueurs qui ont joué en ta compagnie? Est-ce que, selon toi, ça les a rendus plus accueillants envers les joueurs ayant des handicaps en général? Après, comme on est assez peu sur les terrains «étrangers» entre guillemets, parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ont des handicaps invisibles, mais qui du coup, en parlent pas ou, le montrent peut-être pas forcément sur le moment, ou des fois même en sont pas conscients eux-mêmes, hein, parce qu'on connaît très mal notre santé de manière générale. C'est pas impossible qu'il y ait pas mal de gens qui aient des handicaps invisibles sans s'en rendre compte. Je suis pas certain que ça les ait rendus plus ouverts ou plus accueillants, parce qu'en soi, ils étaient déjà bien ouverts et accueillants de base, et il y avait pas de souci. Après, ça a peut-être pu changer. Ça fait partie des trucs que «j'espère» un petit peu entre guillemets, et c'est pour ça aussi que je crée un petit peu de contenu, même si on y reviendra tout à l'heure, mais je crée un petit peu de contenu sur internet et cetera. C'est parce que j'espère aussi que d'une certaine manière, ça changera un peu, qu'on voit par exemple dans les associations, on fait une pub, vous avez déjà vu des pubs télé avec un aveugle pour des appels aux dons pour des associations. Ils sont tout le temps perdus, ils sont tout le temps faibles, Tu les fais passer pour des victimes? ouais, c'est un exploit s'ils arrivent à aller retirer 10 balles au distributeur pour aller s'acheter une chocolatine. Oui, on joue local, hein, donc C'est très apprécié. Sauf pour Gant qui vient du côté de Montpellier, donc lui il dit, pain au chocolat. Je viens de Montpellier aussi et je dis choco, donc Je parle normalement, parce que t'es un traître. pain aux chocolatines. J'aime tout le monde, moi, y a pas de problème. Pain aux chocolatines, ouais. putain de ça. Donc j'espère un petit peu qu'éventuellement ça peut changer, c'est plus de ce côté-là. Parce qu'en soi, les gens étaient déjà super cool avant. J'ai eu à distance, principalement via internet, par exemple, quand je parle d'airsoft et cetera, des gens qui m'ont donné des avis un peu tranchés, genre: «Je pense pas que tu devrais pratiquer parce que c'est dangereux» ou parce que machin. Mais Internet. ouais, puis je te dirais surtout qu'à 99 c'est des gens, en fait, ils disent ça parce que, bah, ils ont vu que ces aveugles dans les pubs, qui sont déjà aux fraises quand ils ouvrent la porte, des toilettes chez eux. Alors, ils sont capables d'aller pisser dans le frigo. Alors, ils s'imaginent pas ce genre de personne avec une réplique, quoi. C'est vrai. C'est peut-être plus ça que j'espère, que ça touche dans ma pratique à l'airsoft. Même si, une fois, j'avais demandé à participer à un événement, et du coup, dans la publi, j'avais dit: «Ouais, salut les gars, j'aimerais bien participer, machin».
Par contre, j'habite, au sud de Paname et il y a un peu de route et comme je suis non-voyant et qu'il y a pas de transport pour aller au terrain, ça va être chaud, machin. Ça avait lancé un débat parce qu'il y a un mec qui a dit, de manière très tranchée: «Faire le roleplay non-voyant à l'airsoft, c'est pas sympa pour ceux qui le sont vraiment». Il était fâché, quoi. Et voilà, il pensait pas que c'était possible qu'un non-voyant puisse utiliser Facebook ou utiliser des trucs comme ça et donc du coup, l'hypothèse la plus probable, c'était que j'étais un mec qui se faisait passer pour un aveugle. Il disait: «Ouais, c'est pas un roleplay respectueux pour les gens qui le sont vraiment, machin». Au final, je lui ai dit: «Tu chaud, vas-y, on va sur le terrain, puis roleplay ou pas roleplay, tu auras la réponse, en live». Au final, j'ai joué toute la journée avec ce gars, j'ai même rejoué une partie avec lui après. Franchement, on a passé la journée et même les journées d'après à se fendre la gueule, à rigoler, on était morts de rire tout le long, on a fait des progressions à 2. Il m'a même demandé, parce qu'il était un peu chef d'équipe à un moment, on faisait un contournement. Donc nous, on se traînait par terre pour avancer discretos, machin, on avançait discrètement. Derrière nous, tu avais 2 types qui nous suivaient debout en train de taper la discute, comme au barbecue, chez mémé et à un moment, il me tape sur l'épaule, il me dit: «Tu bien les 2 là derrière?» Je fais: «Ouais, bah, clairement, ouais». Il fait: «Tu te retournes, tu me les descends». Allez, ça dégage. Parce qu'il leur avait dit 15 fois de se coucher, d'arrêter de faire du bruit, machin. Et donc, au final, je pense que même s'il y avait eu des fois des réactions fermées, en fait, c'est pas des gens qui sont foncièrement, fermés au truc, c'est juste que quand tu connais pas, tu peux pas te douter, quoi. Ouais, c'est des gens qui, dans tous les cas, vont vite monter au créneau parce qu'ils ont un avis et ils veulent le dire et souvent, quand tu commences à en discuter avec eux, ils retombent direct et puis ça se passe bien au final. Ouais, puis aussi que même quand j'en ai parlé à la FFA au tout début, on me disait: «Bah, en fait, techniquement, on sait pas si tu as le droit de jouer» parce que du coup, personne s'est jamais posé la question. Si personne s'est jamais posé la question, c'est que c'est pas interdit. C'est ça. C'est comme dire l'airsoft, un sport d'homme. Et non, l'airsoft, un sport inclusif. Alors ça, oui, bien sûr, mais là, il y a des questions, entre guillemets «d'assurance». Bon, maintenant, on sait que oui, mais est-ce qu'une assurance me couvrirait en disant: «Bah, qu'est-ce qu'un aveugle foutait sur le terrain?» Et c'est vrai, en tant que personne concernée, il y a un monde où c'était pas déconnant de se poser la question, quoi. C'est vrai que si tu l'adaptes à d'autres éléments de la vie courante, tu as besoin de choses adaptées. Eux, ils pourraient être, en mode: «Ça non, c'est pas logique, parce que», alors qu'en soi, Bah, par exemple, si nos répliques d'airsoft étaient basées sur les mêmes réglementations que ce qui lance du plomb ou ce qui lance, d'autres trucs, j'aurais pas le droit parce que d'après un médecin, vu qu'il faut un genre de certificat médical pour des pratiques encadrées comme ça, moi j'aurais pas le droit de le faire ou ça serait compliqué parce que médicalement, je suis pas censé savoir où je vise. On pense pas que ça soit possible et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis assez joie que la FFA, fasse de son mieux pour éviter que l'airsoft soit réglementé avec des trucs qui fait que moi je serais obligé de vendre toutes mes répliques et de tirer le rideau. Enfin, même si je continuerai à jouer en cachette. Si un jour ça pète, comptez pas sur moi pour revendre mes répliques, hein. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, tu t'es un peu plus stabilisé sur certains terrains, non? Où est-ce qu'on pourrait te retrouver là sur l'année 2025? Ça va avec la vie qui fait que je me suis installé du côté de Sainté, dans le 42 et j'ai rencontré une asso, par pur hasard, quand je suis arrivé sur, Saint-Étienne, je me suis dit, «Oh bah, il ferait peut-être bon ressortir les répliques d'airsoft maintenant qu'on est installé». J'ai contacté et en fait, je suis tombé sur une asso, on m'a dit d'emblée: «Je pense que tu es capable de le faire, nous, il y a pas de problème, tu viens» et puis, bah, il se trouve que maintenant, j'ai jamais été autant régulier sur les terrains d'airsoft maintenant que je suis bien installé. En tout cas, j'espère que les modifications que j'apporte à leur gameplay leur plaît autant que moi, ça me plaît de faire de l'airsoft avec eux et du coup, je joue avec la 303 sur les terrains de la 303 de Sainté. Ils ont plusieurs terrains? On a un arrangement pour jouer sur un CQB où on va plutôt sur les périodes en hiver et les périodes où il fait pas beau. Sinon, on joue en forêt, on a un super grand terrain en forêt. C'est plus compliqué pour moi de jouer en forêt, mais j'adore ce terrain. Je le trouve très cool. On a joué en nocturne dessus. On a aussi un véhicule, on a un 4x4. J'adore tirer sur le 4x4 évidemment parce qu'il fait tellement de bruit. ça fait gling gling, c'est rigolo. Et en plus, je sais quand je vais bien toucher. Ça fait un beau bruit quand tu tires sur des véhicules. C'est ça. Pour le fun, j'ai essayé de jouer dans le 4x4 en se disant: «C'est pratique puisque du coup j'ai pas besoin de guider, je suis dans le 4x4». Mais sauf qu'il fait tellement de boucan que moi j'entends plus rien Ah ouais, bah oui. et je peux plus viser. Ah oui, oui. Donc au final, je préfère tirer sur le 4x4, c'est mieux. Mais donc voilà, si vous nous entendez, que vous êtes du côté de Sainté ou que vous avez l'occasion, venez passer une tête sur le terrain de la 303. Il vaut le détour. C'est vraiment, l'ambiance est bonne, le terrain est fou, les aménagements qui ont été faits dessus sont vraiment quali. Pour avoir pratiqué pas mal de terrain, c'est un très, très bon terrain et il est assez physique aussi donc ça permet de faire un peu de sport en même temps. Il y a un petit peu de dénivelé quand même, une belle végétation. Pour moi, par exemple, la végétation, c'est un truc qui est assez dur à appréhender parce qu'elle arrête pas forcément le bruit de la même manière qu'un mur. Et par exemple, il y a le 4x4 qui arrivait avec une batteuse derrière qui devait allumer tous ceux qui détectaient. Donc on s'est couché et moi j'étais en mode mais je l'entends tellement bien, comment là il me voit pas? Et donc du coup, c'était une situation qui était absolument horrible niveau stress pour moi en mode: «Mais c'est pas possible, il va me voir, c'est pas possible» et il nous a pas vus et bref, c'était super marrant et donc ouais, vraiment venez sur ce terrain, il vaut le détour même en nocturne dans la forêt, on entend les animaux, on est vraiment bien immergé dans l'ambiance naturelle du truc, enfin c'est un truc de fou. Il est vraiment trop cool ce terrain. Je pense que tu as fait une bonne pub pour la 303, hein. Tu nous diras, comment ils ont apprécié le retour, hein.
Ah bah, ils savent ce que j'en pense, hein, mais on a de la chance entre les véhicules, l'effort, le terrain qui est génial, on est bien, enfin, on a vraiment de la chance, quoi. Et on a beaucoup de gens, dans la 303 aussi qui sont très milsim. Alors il faut savoir qu'on joue très milsim. C'était pas trop mon style de jeu de base. Qu'est-ce que tu entends par un milsim? Parce que c'est un mot aujourd'hui qui veut tout et rien dire. C'est plus chargeur en real cap, des soins plus intenses que, le fameux, «Je t'ai touché la main, tu ressuscites». Ouais, c'est ça, au CQB, quand on fait de la pole sim, quand tu es touché, tu tombes par terre, tu es mort et c'est les mecs qui viennent te porter, qui évacuent, c'est assez RP, c'est assez, immersif. Il y a pas mal d'encadrants ou de gens qui ont du coup un contact avec le monde, FDO ou militaire en tout cas, qui ont du vécu et de la pratique pour encadrer ce genre de jeu et donc c'est vachement bien réussi en termes d'orga. Je sais que perso, c'est pas un truc auquel j'étais habitué. Moi, j'étais vraiment un joueur du dimanche où on se met le bandage autour du bras, out, machin et là, tu tombes par terre, machin, c'est pas un truc qui est naturel pour moi, mais vraiment c'est fun, quoi. Alors dis-toi que pour beaucoup de joueurs qui commencent à se dire, «Je vais commencer à simuler, ma blessure», et il suffit que les gens décident d'avoir quelque chose de plus immersif, genre tu as la blessure au bras, à l'épaule, à la jambe qui va t'handicaper pour la suite. C'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Faut rentrer dedans et j'avoue que moi, j'ai encore du mal parce que c'est pas trop dans ma nature de faire le «Ah, ah» machin. Puis de toute façon, je suis déjà tellement concentré de manière générale sur les bruits, sur tout ce qu'il y a autour. Je suis pas encore très, Prêt à diviser ton attention, spontané là-dedans et tout ça. C'est un style de jeu à part entière. Enfin, de toute façon, moi, comme je disais tout à l'heure, hein, j'aime tout en airsoft. J'ai pas encore essayé le speed, mais je suis sûr que j'aime le speed donc Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur le speed, hein, mais que ça doit être l'une des variantes les plus physiques et extrêmes qu'on puisse avoir dans notre sport, hein. Ah mais je pense que ouais, de toute façon, il en faut pour tout le monde, on a la chance et puis on a la FFA aussi qui fait ça bien et qui encadre avec les moyens du bord et ce qu'on a sous la main aussi, mais pour favoriser, la pratique, sous toutes les formes possibles sans restreindre et c'est ça a peu toujours été la vision de la FFA et c'est un truc que je valide. Justement, tu parles de FFA. Tu es membre depuis 2024 du conseil d'administration de la FFA. Qu'est-ce que tu fais au sein de ce collectif? Qu'est-ce que tu souhaiterais faire évoluer dans l'airsoft? Je fais le chieur utile. Plus sérieusement, il y a de ça, 1 an et demi, j'ai contacté la FFA parce que j'ai quand même 8 ans de pratique d'airsoft derrière. Je me disais même moi, je sais pas quand on me demande par exemple comment ça se passe pour les assurances, j'ai des clubs qui voudraient bien et je sais pas quoi leur répondre. Il y a pas mal de gens, non-voyants qui aimeraient peut-être se lancer ou il y a peut-être pas mal d'autres gens avec d'autres handicaps qui auraient envie de se lancer en fait et de venir tester avec nous. J'ai contacté bêtement la fédé en disant: «Salut les gars, vous savez quoi à ce propos?» Parce que, bah, du coup, moi je sais pas grand chose. Est-ce qu'il y a des papiers quelque part? Est-ce qu'on sait quelque chose? Est-ce qu'il y a des infos? Est-ce que le sujet a déjà été creusé? Ouais, voilà, est-ce que je suis le premier qui se demande ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé avant? Ils m'ont simplement répondu: «C'est vrai que pour l'heure, non». Il y a pas vraiment quelqu'un qui a pris ce sujet-là en termes de handicap. Il y avait un petit peu de travail qui a été fait et c'était un boulot qui est très long à faire pour, favoriser la pratique de joueuses en airsoft et retomber un peu les préjugés, sexistes et ça demande un engagement qui est, de longue haleine, on va dire. C'est beaucoup de travail, mais dans tout, hein. Pas forcément que dans l'airsoft et donc du coup, charge de travail que tout le monde n'a pas forcément envie de se coltiner. Du coup, on m'a dit: «Vu que tu te poses la question et que tu es un peu motivé et que du coup, tu es concerné par, la question, est-ce que tu veux venir, dans l'équipe et voir ce qu'on peut faire?» donc du coup, moi, je suis allé participer à l'AG et puis, on m'a dit: «Bah, tu veux monter dans le train?» et j'ai fait: «Ouais, écoute, pourquoi pas?» J'avais rien à faire là sur les prochains jours. Allez, partons. De toute façon, ça fait partie de mon taf. Je suis en train d'en faire un boulot professionnellement parlant, de répondre aux questions d'inclusion et de comment on peut favoriser l'inclusion au sens très, très large. Donc du coup, le faire en plus à côté pour l'airsoft, why not, quoi? Oui, tu trempes déjà dedans, c'est une continuité logique. Puis de toute façon, si on le fait pas, Ça avancera pas, ça restera sur le stade où c'en est à l'heure actuelle. pour l'instant, je viens de commencer vraiment mes actions, on va dire en 2025 parce qu'entre la dernière AG, c'est du bénévolat donc je fais aussi avec les moyens du bord, avec ce qu'il y a sous la main et tout ça, puis le temps qu'on a. Ça a vraiment pris un coup d'accélérateur là en 2025. Pour l'instant, j'en suis dans une phase un peu de recensement. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens en situation de handicap qui jouent, qui ont envie de faire un coucou pour dire comment eux ils jouent et qu'ils ont envie de s'engager à nos côtés, déjà vous êtes turbo bienvenus. N'hésitez pas à faire coucou. S'ils ont juste envie de dire: «Moi je trouve qu'on peut pratiquer correctement comme ça peut toujours aider, ça peut toujours servir». Il y a des gens qui ont envie aussi de traiter d'autres sujets qui touchent au bien vivre ensemble et à «l'inclusion» entre guillemets. On a créé la commission inclusion au sein du conseil de la FFA. Voilà et donc on s'inscrit un peu en droite ligne de ce que fait la FFA, c'est-à-dire qu'on est un peu les chiants utiles, c'est-à-dire que tout le monde dit: «Ouais, les règles, ça casse les pieds, machin», mais en même temps, nous, on est là pour essayer de De cadrer les choses. voilà, de cadrer, aussi de répondre aux questions parce que comme je le disais tout à l'heure, quand un club demande, il sait pas s'il peut accueillir un joueur handi, il sait pas, ben, il sait pas et donc du coup, il peut pas improviser quoi, donc du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, filer un coup de main, répondre aux questions.
poser des cadres un petit peu, protéger aussi la personne, handi soit en sécurité dans sa pratique, mais aussi que le club aussi soit en sécurité par rapport, à sa responsabilité, puisse être serein par rapport à tout ça. Et puis, quand tu es handicapé, souvent tu te retrouves un peu en cobaye. Par exemple que moi, j'arrive sur mon terrain avec ma canne blanche et ma P90 et je suis en mode: «Vas-y les gars, vas-y on commence, je vais essayer de trouver comment on se met quand on est aveugle, qu'est-ce qu'on fait dans une équipe?» Tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Du coup, si des gens ont des ressources ou des idées à partager, ça peut aussi permettre à d'autres joueurs avec d'autres handicaps ou des aveugles ou des gens, donc quand ils commencent, d'avoir des rôles qui ont été un petit peu préétudiés en disant: «Bah, voilà, en tant qu'aveugle, on a plus de facilité à tel poste». Ça évite, d'acheter un snipe, même si je pense que peu d'aveugles achèteraient un snipe, mais bon. Ça évite de faire une grosse, catastrophe et après se dire: «Ouais, non, je sais pas comment m'intégrer dans le truc». Donc voilà, c'est un peu, Ton cheval de bataille actuel. c'est ça, j'ai un peu débroussaillé le terrain pour les aveugles, donc autant pérenniser le truc et si je peux répondre à 2-3 questions et les aider, même pour les clubs aussi et puis si on peut pérenniser un peu tout ça et que si demain moi je m'arrête, pour X ou Y raison, que tous ces tests et toutes ces expérimentations qu'on a faites, elles passent pas à la trappe, pour rien quoi, ce serait dommage. C'est vrai. Alors ça, c'est ce que tu fais au sein même de la FFA, mais il t'arrive sur les parties de faire complètement autre chose, d'enregistrer tes parties de manière à pouvoir vivre la partie telle que toi tu la vis. Yes, tout à fait. Comment est-ce que tu fais ça? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand j'ai créé un petit peu de contenu. En fait, c'est aussi pour ça quand j'ai vu qu'il existait un podcast sur l'airsoft, je vous ai contacté un peu direct en mode: «Ouais, j'adore le son aussi donc forcément j'adore tout ce qui est podcast». Alors déjà, je savais même pas qu'il y avait un podcast sur l'airsoft. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait: «Bon bah ça va s'écouter». Mais sachant qu'on est le deuxième. J'ai toujours un train de retard de toute façon donc j'ai découvert ça quand vous avez interviewé, Électro. ouais, le VP de la fédé. J'étais super content de découvrir qu'il y avait aussi un format sonore autour de l'airsoft. Du coup, évidemment, moi, je peux pas faire de montage vidéo. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, je cadre Mal. vraiment. Ouais, tu demanderais à mon étagère de cadrer, je pense qu'elle le ferait mieux. Et je comprends pas, j'arrive à tirer avec un P90, avec mon MU170, là j'arrive à cadrer. Par contre avec un appareil photo, tu auras la moitié de la tronche découpée, tu auras l'air tout petit ou ça ressemblera à rien et où j'aurais simplement oublié qu'on était dans le noir et donc du coup la photo elle est toute noire. T'as aucun retour sur le type d'image que tu peux prendre en fait. C'est ça. Tu peux pas t'adapter sur quoi que ce soit. Maintenant avec les IA, on peut commencer un peu à avoir du retour machin, mais c'est pas spontané et c'est encore très peu sur le contenu vidéo. L'édition vidéo, c'est faisable sous certaines conditions. Alors s'il y en a qui aiment pas les faux raccords, là par exemple moi je peux pas du tout vérifier que bien entre 2 plans machin, qu'il y a pas de dinguerie en termes de rapport, genre, «Ah on était tourné comme ça, puis quand on reprend on est tourné complètement de l'autre côté et on comprend plus rien». Du coup, j'ai un peu lâché l'idée de faire du montage vidéo. En fait, j'ai des petites, capsules qui se mettent au niveau des oreilles, qui produisent un son. En fait, c'est des micros, omnidirectionnels, produisent un son, spatialisé qui est exactement comme tu l'as, entendu sur le moment et spatialisé tout autour de toi, donc ça s'écoute avec un casque. Pour faire un petit parallèle, il y en a qui verront peut-être, il y en a qui les utilisent pour faire du son, j'ai oublié le mot. De la l'ASMR? Ah c'est ça, ils utilisent ces micros-là pour ça. C'est des hypercardioïdes. Ouais, du binaural, ouais, c'est ça. Si tu chuchotes pas dedans et si tu manges pas des chips dedans, tu peux aussi faire des trucs très cool avec, comme, enregistrer les ambiances et quand tu réécoutes ça, tu es vraiment immergé dans le truc. Tu fermes les yeux, tu y es vraiment. Là, c'est un format sur lequel j'ai pas encore sorti de nouveaux contenus parce que c'est un format qui demande pas mal de boulot et j'essaie d'en préparer plusieurs d'avance pour qu'il y ait une régularité dans mes publications. Il y a un format qui arrive parce que je me suis rendu compte d'un truc. Les gens qui écoutaient mes parties d'airsoft en binaural, tu as des gens voyants qui sont pas du tout habitués à voir avec le son et tu avais de l'autre côté des gens aveugles qui ont jamais fait une partie d'airsoft ou rarement ou enfin qui ont pas trop d'expérience avec le truc et qui du coup, ils se retrouvent à pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe et même moi si je réécoute après 1 an ou 2 la vidéo, je serai en mode: «Ah ouais, attends, c'était quoi exactement?» L'attaque du 4-4, oui, mais laquelle? Exactement. C'est ça. C'est assez flou en fait. J'ai choisi de scripter un peu mes épisodes, entre guillemets, de rajouter une voix, Explicative sur ce qui s'est passé. voilà, c'est scénarisé, donc du coup, ça sera fait, avec un personnage qui est inspiré d'une série audio, en fait, c'est un soldat qui se balade et en fait, dans sa tête, il y a une IA qui lui cause. Donc c'est un petit peu scénarisé. Il y a le côté, c'est un personnage avec un caractère un peu pince sans rire, un peu marrant aussi, enfin, on essaye un petit ce personnage décrit, en fait, sans le dire, de par ses échanges avec la «son hôte», entre guillemets, du coup, il décrit, ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, il va dire, «Ah, tu as entendu la branche craquer à droite?» Et le mec, il fait: «Ouais, je vais tirer sur le côté, après on se couche», et du coup, ils expliquent un peu l'action. C'est un peu ça que j'ai envie d'essayer de reproduire pour que les gens qui écouteront ce podcast, puissent, ressentir, l'action quoi, comment elle s'est passée. Et donc, chers auditeurs, afin de pouvoir mieux vous imager ce que Tristan est en train de raconter, voici un court extrait d'une trentaine de secondes d'une de ses dernières productions. Petit conseil, écoutez-la avec le casque. On vous laisse avancer un peu les gars. Ouais. Il y en a qui montent. Ouais, ils sont là, sur la crête.
On va faire en flash. Ouais, il va falloir défendre un contre bas. Ça y est, Thora, on est en position. On est dans un trou creusé dans la colline. La pente descend sur notre gauche et monte sur notre droite. Je sais pas, je t'avoue. Il y a pas mal d'herbes denses, de la végétation. En gros, si on reste penché, on est à couvert. Tu pouvais pas juste dire trou d'homme. T'es pas du genre à aimer sauver du temps, toi, ce que je vois. Donc là, on a un. Merci Tristan d'avoir partagé ce petit moment. Je propose qu'on revienne avec toi sur la section invité qui sera notre partie 5. Mais en attendant, il est temps de faire un petit tour dans la rubrique Airsome Fashion présentée par Ed. Est-ce que vous connaissez le Gore-Tex? La réponse est bien évidemment oui. La plupart d'entre vous connaissent le Gore-Tex, que ce soit pour de l'airsoft, parce que vous avez acheté au pif d'Eloa, ou par l'outdoor, parce que la plupart des fabricants outdoor proposent dans leur haut de gamme des vêtements conçus avec du Gore-Tex. Mais le Gore-Tex, qu'est-ce que c'est au final? Dis-moi Redot, c'est quoi le Gore-Tex? C'est de la merde! Non. Enfin oui, mais en même temps, c'est compliqué. Bah déjà, le Gore-Tex, qu'est-ce que c'est vraiment? Le Gore-Tex, c'est un textile, oui, mais qui était fait à base, le passé est très important ici, on y reviendra. Donc c'était fait à base de EPTFE ou Expanded PTFE. Pour le PTFE, c'est quoi? C'est du Polytétrafluoréthylène. plus communément connu sous le nom de Téflon, Ah, mais c'est pour ça qu'il a réagi direct. Bien sûr. qui est un mot marque comme Frigidaire ou Kleenex. Le Téflon, je l'ai appris en recherchant, mais Téflon, en fait, c'était une marque qui commercialisait du PTFE. Comment Gore Père et Fils, les créateurs de la marque Gore-Tex, pour Gore Textile, ont découvert le PTFE, ils l'ont fait chauffer et ils l'ont tiré, d'où le Expanded, le EPTFE. Donc c'est un truc tout con, hein. Ça avait pour avantage d'offrir un produit hautement respirable, mais qui pouvait être imperméable dans une certaine mesure, grâce à un maillage assez fin pour laisser passer l'air, mais pas les particules d'eau. Et c'est là la subtilité du Gore-Tex, c'est qu'il est imperméable ou respirant. Il est souvent vendu comme les deux. La plupart des gens qui vous disent ouais, j'ai acheté une veste en Gore-Tex, elle est imperméable et respirante. Non, ce n'est tout simplement pas physiquement possible, car le Gore-Tex, comme tout tissu, perd sa capacité respirante une fois qu'il est imbibé, une fois qu'il est recouvert d'une fine particule d'eau. Le textile, peu importe où il ne laissera pas rentrer l'eau, ce qui est pratique, on ne veut pas être mouillé. L'air ne circulera plus et donc forcément, ça va se finir en effet kawaii et on va avoir chaud. Ça, c'est quelque chose où il y a méprise et c'est classique, hein. Il y a eu ça aussi qui a beaucoup été mis en avant par Gore-Tex, qui dans certaines pubs ou certaines marques qui ne sont pas Gore-Tex mais qui vendaient du Gore-Tex disaient respirant et imperméable. Sauf que non, en fait, c'est vraiment pas possible. Jusqu'au Gore-Tex, il y en avait toujours un qui était plus lin que l'autre. La firme Gore-Tex en créant le Gore-Tex, parce qu'il faut vraiment séparer la firme Gore-Tex Inc. et le textile, ils avaient réussi à avoir un juste milieu. Mais c'était pas parfait non plus. Parce que c'est pas possible. Au final, c'est du bon gros marketing. On se vend comme étant un textile révolutionnaire qui est imperméable et résistant. Du coup, la plupart des fabricants des grosses marques vont vouloir utiliser ce textile-là. Et pour pouvoir le faire, les fabricants tels que Lowa, c'est l'exemple principal qui me vient, mais j'imagine que d'autres proposent du Gore-Tex. Donc prenons Lowa, ils veulent faire leur Zephyr GTX pour Gore-Tex. Du coup, ils sont obligés de payer une licence d'exploitation. Comme tout, il y a une licence. Il faut utiliser aussi des outils et des tissus vendus et fabriqués par Gore-Tex. Il faut les logos, donc que ce soit les petits trucs cousus sur les chaussures. Et évidemment, la plus connue de tous, l'étiquette carré Gore-Tex. Bien grosse là. Comme ça, tu peux pas la rater dans le magasin. Ça fait beaucoup d'argent dépensé pour, au final, une technologie dont la firme Gore-Tex n'a plus le brevet depuis août 98. Et là, je parle bien de 1998. C'est dommage, depuis 98, le Gore-Tex n'est plus du Expanded, Polytétrafluoréthylène. mais on reviendra sur ça un petit peu après. Évidemment, c'est bien d'en faire des caisses et on en a discuté avec Ding, c'est bien de faire le méchant, de jouer les mecs pas d'accord. Évidemment, il y a aussi un contrôle qualité, comme toute marque. Pour que Gore-Tex donne son aval et que le produit porte bien la marque Gore-Tex, il y a un contrôle qualité. Mais bon, chaque marque est censée avoir aussi son contrôle qualité. On pense à VFC. Ça, le contrôle qualité, c'est quelque chose qui se perd. On avait dit qu'on se fâchait pas ce soir. J'ai dit que c'était de la merde le Gore-Tex, donc moi je me fâche. D'ailleurs, je vous ai dit qu'ils ont perdu le brevet. Ils avaient un brevet, donc la plupart des gens, soit ils payaient, soit ils trouvaient une autre solution. Faut savoir que le téflon, c'est pas ouf pour l'environnement.
Gore-Tex, non seulement ils ont perdu le brevet en 98, mais plus tard, en fait, ils ont même plus pu utiliser leur matière fétiche. C'est-à-dire que jusqu'alors, ils avaient un brevet avec une matière, ils ont perdu le brevet, mais ils continuaient de faire du Gore-Tex. Mais les autres pouvaient s'amuser à faire un Gore-Tex-like. Mais depuis quelques années, en fait, ils peuvent même plus parce que le téflon, la partie TFE, donc du téflon, Polytétrafluoréthylène. voilà, lui, et ben, il est pas ouf pour l'environnement et ben, ils sont passés du EPTFE au EPPU. On est sur Expanded Polyéthylène et polyuréthane. Donc c'est un autre mélange qui était utilisé par les fabricants qui pouvaient pas faire du Gore-Tex ou qui n'avaient pas envie de payer l'argent. Donc c'est quand même rigolo de se dire que Gore-Tex a créé un truc, ils ont perdu le brevet, ils ont pu plus en faire parce que pour l'environnement c'est pas ouf, et ils sont mis à faire la même chose que tout ce que les autres avaient été poussés à faire parce qu'ils avaient déposé leur brevet. Génial. Le constat terre à terre qu'on a maintenant, c'est si tout le monde a la même chose en soi, pourquoi on ne continue de durer que par Gore-Tex? C'est des années et des années de martèlement sur le Gore-Tex c'est bien. Ils ont eu un marketing très agressif pour dire que le Gore-Tex était révolutionnaire, que c'était respirant et imperméable. Il y a eu aussi des petites techniques de la firme Gore-Tex qui, si tu te mettais à les concurrencer en produisant ton Gore-Tex-like, comme beaucoup de marques ont fait, tu pouvais perdre ta licence d'exploitation, tu payais, et là ils te disent non, non, désormais c'est non. On pourrait se dire, on s'en fout. Au final, les mecs, ils font leur propre Gore-Tex, donc ça n'a pas d'importance, parce que les gens, ils prendront leurs produits, ils prendront pas du Gore-Tex. Et non, parce que les gens, c'est des cons. S'il n'y a pas marqué de Gore-Tex, ils seront en mode c'est nul, parce que ça fait des années qu'on leur dit que c'est Gore-Tex. Et si un produit haut de gamme pour de l'outdoor n'a pas une petite étiquette Gore-Tex, les gens se diront cette veste à 600 €, elle est très bien, mais il n'y a pas l'étiquette Gore-Tex, je vais prendre celle à 700 où il y aura marqué Gore-Tex. Alors que les deux sont tout aussi bien l'une que l'autre. Quand tu as travaillé des années et des années à faire ton image de marque, derrière, ça s'est ancré dans un public. Exactement. Donc ce soir, moi j'avais envie de vous parler un peu de l'histoire du Gore-Tex. C'est vrai que nous, dans l'Airsoft, c'est surtout les Loa, Zephyr, mais il y a quelques autres marques qui utilisent du Gore-Tex et ça va être un peu plus large que l'Airsoft ce soir, ça va être pour l'outdoor. J'ai découvert cette histoire grâce à une chaîne de moto que je suis qui s'appelle Fortnite, qui est une chaîne canadienne, qui m'a fait prendre conscience que le Gore-Tex, au final, on en fait des caisses, mais à l'heure actuelle, c'est plus si intéressant que ça parce que il y a d'autres alternatives potentiellement moins chères qui seront tout aussi efficaces. Et de toute façon, même Gore-Tex, maintenant, leur tissu emblématique, ils l'ont changé et ils sont revenus à peu près à la même chose que les autres gens. Donc, testez par vous-même, ne vous arrêtez pas à une marque. Et c'est valable pour le Gore-Tex, mais c'est valable pour tout. Une belle conclusion, très travaillée celle-là, hein. De ouf. Je pensais que ce serait plus long, mais en fait, non, c'est bien. Je vous propose de revenir sur du plus classique et à l'airsoft et on va faire le tour de table parce que c'est bien aussi d'acheter des trucs. Parce qu'Airsoft Fashion à la base c'était acheter. Maintenant c'est acheter mieux. Achète ma merde. En l'occurrence, bah oui. Comme d'habitude, honneur à l'invité. Tristan, est-ce que tu as un achat passé ou un achat futur ou les deux dont tu veux nous parler? En ce moment, pour faire du tir sur cible, parce que ça fait partie des pratiques que j'ai pas encore vraiment, faites, mais que j'aimerais bien, un jour quand j'aurai le temps, enfin, j'avoue qu'il y a un sniper de chez, PPS là avec les douilles, tu mets du CO2 dedans. Oh. Oh là! Ouais, je sais. Tout le monde réagit comme ça quand tu annonces ça. Ah oui, le Rare Arms. J'ai. Là, encore une fois, si l'idée c'est de faire du tir sur cible et que du coup j'ai pas l'aspect, je suis en jeu contre des joueurs, machin, il y a pas le challenge, il y a le côté manipulation avec les douilles, qui m'a l'air assez plaisant à faire et pour faire des initiations avec d'autres, aveugles. Dans le même genre, mais en même temps, pas du tout. T'as chez APS un shotgun où tu vas garnir les cartouches comme une vraie cartouche de pompe au final, avec des billes et des trucs, et t'as cette sensation aussi de tir. Ouais, j'avoue qu'il me ferait envie aussi et j'avoue que shotgun j'ai déjà, donc du coup je partirais plus sur un snipe pour, C'est autre chose. Puis là, clairement, j'allais dire, il est pas jouable. C'est vrai que le Rare Arms est très très jouable. Passer son temps à ramasser les cartouches quand tu l'utilises en partie, ouais et d'autant plus si tu vois pas. en plus si tu vois pas. Alors, pour les deux, que ce soit le comment il s'appelle cet APS? Le CAM 870 de chez, APS ou les Rare Arms qui a de la R10 et de la R15, il y a des petits filets que tu peux mettre sur le côté pour récupérer, comme ce qui est d'ailleurs utilisé parfois en stand de tir avec des armes à feu, pour récupérer les douilles. C'est pas le truc le plus esthétique, mais bon, au moins t'as pas à aller ramasser les trucs qui traînent par terre. Ouais, j'avoue. Donc un petit projet sympa finalement. Bon, c'est pas un truc qui va être bien au niveau perf. Kurma, un avis sur le Rare Arms? C'était Kurma. Ça résume bien. Je pense que c'était éloquent, D'habitude, quand on parle de merguez, il réagit plus salement. Donc. Je sais déjà quel est son avis. S'il a été c'est qu'il cherchait des mots pour être gentil avec le truc. C'est des trucs très cool. Tu parlais au début, c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel j'avais envie de revenir. Les aveugles ou des malvoyants, acheter des répliques pour avoir le feeling de ces répliques d'armes.
Il y a les répliques d'Airsoft qui tirent des billes, qui n'ont pas forcément le feeling de manipulation d'une arme, sauf certains GBBR ou les trucs à éjection de cartouches. Mais, lorsque, l'Airsoft a vu le jour au Japon dans des temps immémoriaux, à la base, c'était des répliques d'armes, mais, les répliques ont pris 2 directions complètement opposées. Il y a les répliques d'Airsoft qui étaient jouables, avec lesquelles tu pouvais tirer et ça a donné l'Airsoft, le survival game au Japon, où il y avait ce qu'on appelle les model guns qui, eux, sont en incapacité de tirer. C'est un peu comme des armes neutralisées dans lequel le canon a été rempli. Là, je crois que le canon peut être rempli aussi. Et tu as des douilles, ça se manipule comme une vraie, où tu as la culasse qui bouge, où tu as des cartouches, tu peux garnir le chargeur avec des fausses cartouches. Tu as ce feeling-là aussi. Mais là, c'est quelque chose que nous, on n'a pas retrouvé en Europe ou aux États-Unis, parce que on pouvait avoir d'une façon ou d'une autre accès à des armes à feu, de manière légale, j'entends. C'est quelque chose où au Japon, ils n'ont pas du tout d'accès aux armes à feu, d'où la naissance de l'airsoft et la création de ces model guns où tu pourras pas les utiliser, mais pour les mecs qui veulent juste être chez eux, avoir un truc qui ressemble à une arme à feu et qui peut se manipuler comme, sans pour autant tirer, même s'il y a le mécanisme de tir où il y a un mur, il y a tout qui est possible, mais c'est juste pas jouable, ça va pas forcément kicker ou quoi. Enfin, des model guns, il en existe plein, 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 donc voilà. Il existe ça aussi. C'est très peu répandu de notre côté, mais les non-voyants, j'en connais plus d'un qui sont tournés vers l'airsoft pour collect. Même avant l'airsoft, il y a tout ce qui est pistolet à billes dans la culture populaire, la culture commune, où tu as les pistolets à billes avec les billes en jaune en 0,12 dégueulasse de la fête foraine, où c'est la première pour les gens. Un coup sur deux, la culasse te vole dans la tronche autant que C'est ça dit, ça. Le spring tout claquos, mais bon, il est là. C'est ça qui est le truc le plus répandu quand tu parles de pistolet à billes, d'airsoft. Mais au Japon, il y avait vraiment la naissance de ça, c'était parce que pouvait plus utiliser d'armes et il y a eu ces deux choses complètement différentes qui sont sorties, un truc jouable et un truc pour le collectionneur pur. Et d'ailleurs, vous pouvez potentiellement en trouver au Japon. Il me semble que Impulse 101, la bise à Julien, ils ont commercialisé une période. Et potentiellement, si vous les contactez, que vous n'êtes pas des gros relous et que vous êtes patient, il peut vous en avoir. Mais sinon, sur des shops au Japon ou peut-être en Asie, il doit y avoir moyen de trouver des model guns. On va passer au reste de la table. Par qui je vais commencer? Quelqu'un qui fait des trucs très très fluo. Il va être très fier de nous parler de son nerf. C'est moi ça, non? Je pense, oui. Je me suis laissé tenter par quelque chose qui m'a permis de préparer correctement mon intervention plus tard. Je me suis pris une petite SMG, une DMP9 de chez Double Eagle, et je me suis tenté un pen job très fantaisiste. Quelque chose que je n'avais jamais fait encore. J'avais toujours fait des pen jobs assez réalistes. Alors globalement, je fais rarement des pen jobs, et je m'y suis mis un petit peu plus sérieusement il y a quelques temps sur une M4. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je vais sortir des clous, je vais déraper, je vais faire du hors-piste. Là, je me suis fait un pen job tan et vert turquoise. Et ça claque. En vrai, ça claque de fou. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Je m'attendais à ce que ça rende bien, Petit style Titanfall. parce que je suis extrêmement talentueux. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Donc j'ai vraiment forcé. J'ai fait des stickers que j'ai imprimés au boulot, chut, il faut pas le dire, que j'ai fait moi-même sur Canva. Et j'ai fait du vieillissement artificiel avec des lavis de couleurs, etc. Je suis extrêmement content du résultat. Je l'ai joué ce dimanche. La réplique tourne extrêmement bien parce que j'ai changé quelques trucs à l'intérieur. Je suis très agréablement surpris par cet achat. Je l'ai acheté surtout pour m'amuser. Et au final, Tu l'as acheté surtout parce que la sortie d'un autre truc que tu attends n'est pas pour de suite. j'attends depuis longtemps. J'ai envoyé des mails à Taiwan Gun, à Double Eagle. Pour une certaine réplique qu'on garde de côté pour plus tard. Ouais, j'aimerais bien avoir Si un jour elle sort, t'auras la surprise. la DRP9 qui ne veut pas sortir. Bon bah non. Non, on la gardera pas. Ah ok, d'accord, bah, je vais me faire foutre. Donc j'ai pris la DMP9 en attendant. Il n'a pas du tout la même gueule, mais c'est pas grave. Je voulais faire ça pour faire un truc rigolo et au final, en étant 100% sérieux, la réplique est jolie, elle fonctionne extrêmement bien et c'est un banger. Et ses poumons rétrécissent à vue d'œil. Ouais, d'ailleurs, je suis bien malade. Mais ça, c'est pas à cause de la réplique. Oh, quoique. D'ailleurs, quelqu'un lui avait filé un truc pour pendre et il l'a pas utilisé. Je l'ai mis pour la première couche. Il y en a eu combien des couches? 3 ou 4, hein. Je peux juste me permettre une petite insert, tu m'as fait penser à un truc. Vas-y. Tu parlais de nerfs, et donc du coup ça m'a fait penser à un truc. Je réfléchis un peu à un achat, mi parce que je suis un gamin, mi parce que je trouve que ça pourrait être utile. Du côté des hydrogels, les nouveaux Ah, Gel Blaster. gel blaster, exactement. Parce que bon, déjà je suis un gamin et ça a l'air rigolo, donc forcément j'ai envie de voir ce que ça donne. Et aussi parce que je me dis qu'en fait, si jamais j'ai à faire découvrir l'airsoft à des gens non-voyants qui ont jamais du tout tenu une réplique entre les mains, et qui ont besoin d'abord de comprendre comment ça tire, qu'est-ce qui se passe, d'être un peu rassurés sur la manipulation avec un truc un peu moins énervé qui n'implique pas de gaz sous haute pression ou de capsules de CO2 et de kick et de beaucoup de bruit d'un coup et de choses comme ça. Et ben, je me dis que les gel blasters, ça pourrait être assez cool, soft entre guillemets, pour une première. Ouais, c'est un vaste sujet, le Gel Blaster. On en parlera peut-être un jour. Et c'est intéressant sur pas mal d'aspects.
Je sais qu'on a un sujet dans les cartons, qui, fera qu'on parlera de Gel Blaster. Je l'écouterai avec grand plaisir. Et du coup, si on en revient au Gaunt, C'est simple, hein, j'ai acheté un truc récemment, c'est un sac à dos pattern 83 de l'armée sud-africaine pour aller avec mon chest rig parce que tout ce qui est matos des années 80 d'armée sud-africaine, c'est banger absolu. Il y a rien de mieux niveau gear. Et vu que je prévois de faire une grosse OP où je dois marcher des kilomètres et vu que c'est moi qui vais devoir servir de mule, avoir un sac à dos littéralement je peux mettre une maison à l'intérieur, c'est pas mal et qui en plus c'est très confort. Normalement test ce week-end si UPS décide de le livrer en temps et en heure. c'est pas encore dit ça. C'est pas dit. Très bien. Toi, Alexis, tu un achat ou une envie à nous partager? Je vais commencer par dire que j'ai des Lowa Zephyr qui sont respirantes d'un côté et imperméables de l'autre parce que j'ai 2 trous énormes dans ces chaussures-là. J'avais prévu de me racheter des Breachers, sauf que, il y a eu, des problèmes de budget qui sont passés dans des pièces mécaniques pour la voiture. Par le plus grand des hasards, il s'est retrouvé que, en discutant la veille de Battle Squad, il y a une personne du nom de Dixman qui donnait une paire de chaussures, des Mailed et du coup, je suis désormais l'heureux propriétaire d'une nouvelle paire de chaussures d'Airsoft. Ah bah, tant mieux. En termes d'achat, j'ai pu craquer sur un patch. Eh! Un petit patch, .1 Unit, qui a fait le tour de Narchi Airsoft suite au drama lié à Alpha Unit, et moi je l'ai pris parce qu'apparemment, suite au retour d'une dernière OP, nous sommes une bande de pleureuses, donc autant l'afficher sur mon plastron. Et après, c'est moi qui suis salé. C'est vrai ça, J'ai dit: «On dit», j'ai pas dit: «J'ai dit». c'est vrai. Tu parles de pompe, faudrait que j'en rachète aussi parce que mes Lowa après, 6-7 années de service commencent à montrer des signes de faiblesse, mais bon, elles auront connu moult choses. Mais j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler d'un truc que j'ai acheté, parce que j'avais plus de protection pour les dents suite à la perte de mon protège-dents, Sisu qui était très bien. J'ai voulu changer de système. Il y a un monsieur du nom de Elbridos qui a fait une vidéo sur des cagoules, des demi-masques avec, protection, pour la bouche intégrée. J'en ai acheté une, c'est pas si cher et il y avait un petit code pour avoir une légère réduc et faire un peu d'argent pour le poteau Bridos, parce que ça fait toujours plaisir. On soutient 5,95. Tout ça pour dire que j'ai acheté un Face Warrior Plus de chez, Cygnus. J'ai pu l'essayer et je suis mitigé. Avec un casque, c'était pas ouf. Faudra que je le réessaye une fois que je me serai acheté un Bunny Hat et que j'aurai réussi à faire passer l'anti-buée avec. En soi, le masque en lui-même est confort, c'est cool, mais j'ai un peu de mal avec la position de la protection de bouche, donc bon. Je suis pour le moment mitigé. Il faudra que je travaille un peu plus la chose. C'est la fin de Airsoft Fashion. On repasse à la section invitée. Alexis! Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait! Everybody calm down! Eh oui, merci Red. Et donc, Tristan, tu nous as contacté suite à l'épisode que nous avions fait avec Jérôme, le vice-président de la FFA, car tu aimais la démarche que nous avions mise en place. Lorsque tu m'as appelé, nous avons passé 2 heures au téléphone, et comme le dirait Cano, l'échange était intéressant. Ce jour-là, j'ai appris que des non-voyants jouaient à l'Airsoft. À ta connaissance, combien de joueurs non-voyants êtes-vous actuellement en France? À ma connaissance, on est 3,5. Pour la petite histoire, il y avait un non-voyant qui jouait avant moi. D'ailleurs, j'ai pas écouté ses conseils au tout début. Il m'avait dit prends une GBBR, tu le regretteras sinon si tu prends une AEG. J'ai pris une AEG, je l'ai regretté, donc j'ai pris une GBBR. Donc, il y avait un non-voyant qui en faisait depuis plus longtemps que moi, qui m'a un petit peu donné quelques tuyaux pour me lancer. Il y avait quelques pistes, et donc quand je suis arrivé, je savais un petit peu que c'était possible, parce que du coup, il y en avait un qui l'avait fait avant moi, mais enfin, ça reste assez maigre, quoi. Quand tu te lances et qu'il n'y a qu'une seule personne qui a tenté avant toi, tu sais pas trop si ça va marcher. J'ai refilé le virus à un pote en lui faisant essayer. On a fait des petits battles et ça lui a bien plu, donc du coup, il s'est lancé dedans. Il joue un peu moins en ce moment parce que faute de temps et des questions pro, etc. C'est compliqué, mais du coup, ça fait 3. Et de temps en temps, en région parisienne, quand on est allé sur des terrains, on nous a causé d'un type qui serait non-voyant aussi, avec une dégaine d'aventurier pas possible, assez stylé, etc. Et qui ferait du tir, notamment du tir sur cible, et qui ferait pas mal de trucs, mais avec de l'airsoft. Sauf que ça colle pas avec les dates où mon pote, donc celui qui m'a lancé, ça colle pas avec les dates où lui il était dans le coin. Et donc on sait pas, et donc il y a un mec, alors, s'il nous entend, s'il est là, soit tu es un fantôme, soit je sais pas, manifeste-toi. Et c'est flippant, il y a un airsofter aveugle fantôme, je sais pas. On est peut-être 3, peut-être 4, peut-être plus, mais personne ne le sait au final. Peut-être que dans un petit club, quelque part, il y a quelqu'un qui en fait, mais qui n'en a pas parlé. Mais donc, pour autant que je sache, on est 3, sûrs, entre guillemets. Et donc 2 à pratiquer régulièrement. Quand on parle de joueurs souffrant de handicap, le biais cognitif que la plupart des personnes ont nous incite à penser qu'on parle de joueurs souffrant de handicap moteur et non de joueurs ayant perdu un sens ou, comme tu le disais tout à l'heure, ayant des handicaps non-voyants. Est-ce que tu connais d'autres communautés de joueurs
souffrant de handicap? Ça rejoint ce que je fais en ce moment avec le taf que j'essaie de faire avec la FFA. Là, pour l'instant, on est un petit peu dans une phase de contact. On est en train de prendre contact avec les différents fédés d'Europe et d'essayer, à travers une intervention dans un podcast comme celui-là, et être un petit peu à droite à gauche, on essaye de dire coucou, on est là, on se pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui. Avec Golgi, on avait animé un live il y a relativement longtemps sur la pratique de l'airsoft avec un handicap. Et je sais qu'il y a quelques joueurs en situation de handicap, dont handicap moteur. Mais en fait, ce biais de penser au handicap moteur, entre guillemets, comme dénominateur commun du handicap, c'est normal parce que c'est comme ça qu'on le pense dans la société de tous les jours. Et c'est comme ça que c'est représenté très souvent. Donc en soi, c'est pas surprenant. Je sais qu'à l'échelle internationale, il y a quelques non-voyants qui pratiquent parce que j'en ai croisé un par hasard sur une communauté d'un FPS audio. On débattait d'ailleurs de la qualité du jeu en mode mais comment ça se fait qu'on arrive à faire de l'airsoft et ce jeu avec un audio qui est 3D, qui est vraiment mal rendu, on n'arrive pas à jouer. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que lui aussi faisait de l'airsoft. Donc on est quand même quelques-uns, mais j'ai pas de chiffre personnellement. À vue de pif, de non-voyants, je te dirais une dizaine, peut-être à l'échelle internationale ou peut-être un peu plus, j'espère, mais dans ces eaux-là. Et de joueurs handicapés en France, je sais qu'on est quelques-uns aussi. Comme c'est pas documenté pour l'instant, bah du coup c'est assez difficile à dire et ça fait partie de ce qu'on aimerait savoir avec la FFA. OK, beaucoup de taf, donc du coup, tu peux pas savoir pour l'instant comment les parties se passent pour ces types de joueurs. Ouais. Peut-être que si on te reparle d'ici 1 ou 2 ans, tu auras une meilleure vision et tu auras réussi à contacter, toutes ces personnes-là. Et j'espère même que je pourrais te dire, je m'assois dans un coin et je laisse, un micro à des collègues qui ont des trucs, aussi à vous raconter parce que voilà, ça serait cool qu'on en apprenne un peu plus sur, je pense qu'il y a plein de pratiquants d'airsoft, très différents qui pourraient apporter des tas de trucs. Ça serait très cool d'échanger nos techniques. Donc vos tips. Ouais, voilà, monter peut-être même des binômes de temps en temps, genre pas forcément toujours, mais des binômes, en mode, ouais, vas-y, on improvise un truc. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, j'aime tout l'airsoft déjà, donc J'imagine ce que donnerait un binôme de MP7 HPA Drum. ouais, par exemple. Je sais que mon pote, par exemple, il joue MP9, donc voilà. Visiblement, quand on est aveugle, on a une espèce d'aimant qui nous attire vers le SMG. Ah mince, la transition est un peu trop rapide, pour le sujet Ah! technique. Il me reste une question à te poser avant, qui est pour toi la finalité de l'inclusion dans l'airsoft. Est-ce que c'est de faire des parties para-airsoft ou de mélanger tous les airsofters entre eux? Ah, du coup, j'ai un tout petit peu spoil ma réponse avant, mais en fait, comme je disais, moi, j'aime tout en airsoft. Donc, dans l'idée, je suis pas fermé, enfin, même plutôt chaud, en fait. Créer un cadre pour dire si 2 équipes de non-voyants ou des petits groupes de non-voyants, comment ça se passe et s'ils veulent s'affronter, dans quel genre de terrain, comment on peut le sécuriser, comment on peut le faire, machin. Théoriquement, je suis grave partant, même avec différents handicaps ou alors qu'ils joueraient sous bandeau, occultant pour des gens qui seraient voyants. Je pense qu'il y a des trucs intéressants, à inventer, en vrai, parce que j'ai joué à un match où on était 4 et on était tous non-voyants. Ouais, on était 4 et franchement, c'était cool. Ça apportait autre chose, ça apportait pas la même chose. Je pense pas qu'il faille viser exclusivement un para-airsoft. Il faudrait pas que ça vire en «dérive» entre guillemets où, les joueurs handicapés joueraient entre eux et on dirait: «Non, non, il faut pas aller jouer contre les valides». C'est aussi un challenge. Des fois, c'est plus difficile de jouer contre un valide. Quand je suis contre un snipe, le mec, il est à 60 mètres, il me voit. Moi, à 60 mètres, je l'entends pas, hein. Ça peut être chaud, je peux entendre le tir, mais généralement, c'est trop tard, quoi. Des fois, ça pourrait permettre d'exprimer des compétences qui seraient difficiles à exprimer contre des valides. Ça pourrait donner lieu à des trucs intéressants, mais je pense pas qu'il faille se limiter et je pense que jouer contre des valides aussi, c'est très cool parce que ça apporte des dynamiques différentes, ça apporte des choses tant aux valides qu'à nous. Et donc, la finalité, c'est vraiment de faire comme fait la FFA, en fait, en encourageant toutes les formes d'airsoft possibles. Ça fait partie des grands combats de la FFA de jamais enfermer l'airsoft dans une définition en disant, l'airsoft, c'est du multi et point barre ou l'airsoft, c'est de la dominicale et point barre et les autres qui disent pas comme nous: «Vous êtes pas des airsofters, soit vous pouvez pas pratiquer ou ça machin». Ça a toujours fait partie des combats de la fédé. Je m'inscris complètement et je me retrouve complètement dans cet ADN de pouvoir faire tout ce qu'on veut, en fait, tant que tout le monde est OK, que le cadre le permet, tout va bien. OK. Eh ben merci, Tristan. Je pense que c'est la première fois qu'on a une section invitée qui est aussi courte que ça, avec, seulement 3 questions. Ouais, mais ça va être long du coup. Surtout à dérocher. Mais la section invitée va peut-être être aussi courte que la rubrique technique de Kurma. Kurma, je pense qu'on va te laisser la main. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, on a un petit peu teasé tout à l'heure, on va parler SMG du coup. Je vais vous poser cette question tout à fait simple. Est-ce que le SMG c'est la réplique ultime? Non! On va essayer d'y répondre de deux manières différentes, dont une manière qui va hérisser le poil de plusieurs personnes, dont certaines ici présentes. Qu'est-ce que c'est une SMG? SMG ça veut dire Submachine Gun, tout simplement. C'est une arme dans la vie réelle qui est censée être compacte, avec un petit calibre, mm, 45 en général, il y en a d'autres, mais bon, on va citer que cela. C'est léger et c'est maniable.
on se rappelle très très fort de cette phrase que je viens de dire. Une submachine gun, c'est compact, petit calibre, léger et maniable. Donc, on pense direct au MP5, au Thompson, P90, PP19 pour les russophiles, P7. voilà, MP7, MP9, tout ce qui est, que je viens de dire, hein, petit, compact, maniable, léger. Est-ce que les SMG en airsoft, c'est un bon plan ou pas? Alors, le problème, c'est que la plupart des répliques de SMG, c'est vieillissant. C'est souvent des copies Marui, c'est Marui qui a fait le plus de répliques, hein. Je pense notamment au MP5, qui ont quand même été remises à jour récemment. On a des modèles de MP5 qui ont au-up différents, qui ne se règlent plus avec la petite languette qui dépasse le long du gaz tube, qui était abominable. À chaque fois qu'on se mangeait un buisson, ça déréglait notre op-up, etc. Maintenant, on a notamment CIMA, ICS et Classic Army qui ont des architectures différentes avec une culasse qui s'ouvre, ce n'était pas le cas avant. On a quelques petites remises au goût du jour, mais globalement, c'est souvent des designs assez vieillissants. Et là, je parle d'AEG, mais c'est pareil dans le GBBR. Je citais notamment, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, le MP7, mais aussi le MP9. Le MP9, beaucoup de gens savent que c'est un peu une merguez, que c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup upgrade, les pièces sont plus trop disponibles, c'est difficile de trouver du stock, tout simplement parce que c'est vieux. Alors, depuis peu, on a quelques modèles un peu plus exotiques, comme le Scorpion Evo ou le Chris Vector, mais qui dit exotique dit propriétaire, qui dit propriétaire dit emmerde. Pour l'instant, les SMG, ça part mal. Sur le papier, ça peut être incroyable, mais la réalité, c'est pas la même. Il y a aussi le problème que globalement, la plupart des SMG sont lourdes. Là, j'ai cité par exemple le MP5. Il n'y a aucune marque qui fait un MP5 correct qui est léger. Je trouve que les deux meilleures marques de MP5, c'est CIMA et ICS. Sur les dernières qui sont en acier embouti, c'est minimum 3 kilos. Alors, quand on compare avec une M4 qui n'est pas une SMG, qui est plus longue et qui fait 2,5 kg, on se dit, est-ce que vraiment la SMG, elle est plus maniable? Est-ce que la SMG, c'est vraiment un bon parti par rapport à un fusil d'assaut, une M4, qui ne va pas vous flinguer le dos comme va vous flinguer le dos un MP5, en fait? Donc, est-ce que c'est plus ergonomique? J'avoue que le fait d'être compact, par exemple, on peut passer au P90, qui est très compact. Alors, si on peut le tenir, hein, perso, ça me casse les mains, le P90, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup jouer les P90. C'est vrai qu'avoir un truc extrêmement compact, notamment en CQB, et même en forêt, hein, je dis en CQB, mais plus c'est compact, plus c'est agréable à jouer. Ça peut être intéressant. Encore une fois, si le compact il pèse 3,5 kg, ça perd tout son sens. Donc pour l'instant, les SMG, la réponse c'est non. La SMG, c'est pas du tout la réplique ultime. Je vais quand même préciser quelque chose, c'est qu'on va le redire comme je le redis à chaque fois, parce que c'est une idée reçue qui a tendance à être extrêmement tenace. C'est pas parce que vous avez un canon long que vous allez être plus précis, avoir plus de portée. Je le redis. C'est pour ça que je peux considérer les SMG comme les répliques ultimes, parce que théoriquement, vous pouvez avoir d'aussi bons résultats avec un MP5 qu'avec un SR25. Vous avez un canon 10 fois plus long dans le SR25, mais ça n'apporte absolument rien. Ça ne va pas vous donner plus de portée, ça ne va pas vous donner plus de précision. Vous pouvez faire les tests chez vous si vous voulez. Donc pour l'instant, on est mal barré pour les SMG. Je serais tenté de dire que bah non, les SMG, en fait, c'est pas du tout la réplique ultime. Pas parce que sur le papier, ça ne l'est pas, parce que théoriquement, sur le papier, ça l'est, mais surtout parce que c'est souvent des répliques propriétaires, des designs assez vieillissants, un peu à l'instar des bullpup. C'est pas ce qui se vend le plus, hein. La plupart des gens, ils veulent des AK, ils veulent des M4. Les SMG, elles sont un petit peu dans l'ombre. Et forcément, les constructeurs, ça standardise moins, ils font moins d'efforts, etc. Et là, soudain, vous avez peut-être vécu cette mode, sont arrivés les AR9. Alors, qu'est-ce que c'est un AR9? C'est une M4 avec un chargeur 9 mm, d'où son nom AR9. Le marché a été envahi il y a à peu près 5 ans, avec notamment l'ARP9. On a des modèles de chez Specna, de chez Ares, on a plein de modèles qui sont arrivés. Alors là, on se dit, on est sauvé, ça y est, on a une SMG qui a des pièces standards, c'est parti, c'est la fête. Et non, il y a énormément d'AR9 qui sont malheureusement propriétaires, notamment le bloc op-up, qui a un placement qui fait que pour pouvoir feed sur un chargeur plus compact, plus court, il faut faire un bloc différent. C'est un piège en fait, hein. C'est effectivement tout ce qu'il y a de M4 à l'intérieur, sauf le bloc op-up qui est quand même la pièce importante dans une réplique, j'ai tendance à dire. Il y a quelques modèles sur lesquels vous pouvez vous tourner qui ont gardé cette architecture classique d'une M4, donc par exemple l'ARP9 de chez GEG. Personnellement, je trouve que de base, c'est un peu une merguez, mais ça s'upgrade très facilement et on peut en faire des machines de guerre de ces petits trucs. Ils ont eu la bonne idée de garder un bloc M4 avec une architecture M4, etc. On commence à avoir un petit peu de choix, mais malgré tout, si on prend la généralité, non, les SMG, toujours pas, hein. Un RP9, c'est pas nécessairement plus léger qu'une M4. Un MP5, ça pèse un âne mort. Donc, sur le papier, SMG, c'est pas trop ça, hein. On peut faire pareil, on peut faire mieux, on peut faire aussi léger, on peut faire relativement compact avec une M4. Il nous amène sur la question qui va fâcher. Vu qu'en airsoft, on tire tous du 6 mm, il n'y a pas cette question de calibre, hein. Du coup, une M4, toute petite, une M4 5 pouces,
avec une crosse pliante. Parce qu'on peut mettre une crosse pliante sur une M4 en airsoft, étant donné qu'on n'a pas besoin du tube de crosse en soi. On met la batterie dans un PEC et puis ça roule. Est-ce qu'une petite M4 de 5 pouces avec une crosse pliante, c'est pas un SMG en airsoft? Moi, c'est la question que je vous pose. Vous avez le droit de répondre là de suite. Gond, je connais déjà ta réponse, mais les autres, donnez-moi votre avis. Je connais pas la réponse de Gont. Ah, Gond, il va la donner. Est-ce qu'une petite M4 de 5 pouces avec une crosse pliante, c'est pas une SMG en airsoft? Du coup, je commence? Bah, vas-y, hein. Non, voilà, je développerai pas plus, mais non. Un autre avis aussi éclairé que celui de Gont, peut-être? Pour moi, si on parle de réplique d'armes, non. Si tu parles de lanceur de 6 mm, oui. Et je te retourne la question sur les DMR à laquelle tu avais déjà répondu. Pour toi, est-ce qu'une M4 avec un canon rallongé est un DMR? Oui, parce que comme je l'avais expliqué sur l'épisode des DMR, déjà dans la vie réelle, il y a des DMR en 5.56, mais comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur les DMR c'est surtout une façon de jouer en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on tire toujours du 6 mm. Il n'y a aucune différence en airsoft entre un truc super long et super lourd avec un gros chargeur et un tout petit tonio avec un mini chargeur. Il n'y a pas de différence de perf, la seule différence, ça va être au niveau de l'ergonomie et de la gueule que ça a. Et théoriquement, quand on s'impose un jeu DMR, on s'impose un jeu DMR, c'est pas la réplique qui nous impose un jeu DMR. Sauf que SMG, est-ce qu'il y a vraiment un jeu SMG? Est-ce qu'on peut pas faire du jeu SMG avec n'importe quelle réplique? C'est le roleplay en fait. C'est que si tu veux être roleplay, bah, tu prends la réplique qui a les mêmes caractéristiques que l'arme réelle. Ou sinon, on serait tous en train de se balader avec des AP01 avec un drum, une crosse de 10 km, une LED x10 dessus. Mais ça serait stupide. Tu touches un truc là, Gont. Tu parles de RP, mais tous les joueurs ne veulent pas faire du RP. Ouais, mais tous les joueurs ne sont pas intelligents. Il y en a qui vont prendre par exemple une M4 en canon court parce que ils kiffent, ils aiment la gueule. Là où t'as d'autres qui prendront des SMG parce qu'ils aiment bien. Ah, mais j'ai pas dit que c'était la solution, hein. Les gens qui ont envie de faire du roleplay, de coller un style de jeu avec un style de réplique, tu en as de moins en moins. C'est bien dommage. Je peux vous prendre un exemple qui me fait beaucoup rire. Est-ce que vous connaissez le Hog Para? Le Hog Para, c'est une variante qui a été sortie par l'armée autrichienne qui prenait des chargeurs de 9 mm. Donc là, vous prenez votre Hog Airsoft, qui est un bullpup, qui est un canon assez long, même si on le passe en config courte. Le mien, par exemple, est en config courte, avec des chargeurs de 5,56. Donc c'est une config courte, je crois il doit y avoir 330 de canon. C'est déjà pas mal, quoi. On le rappelle, on s'en branle en fait, parce que le canon, ça n'apporte rien. Du moment qu'on dépasse 220 de longueur, c'est bon, on a un DMR si on a envie. Donc, on prend le Hog, je mets un chargeur de 5,56 dedans, c'est un fusil d'assaut. J'enlève le chargeur de 5,56 dedans. Je fais mon petit adaptateur imprimé en 3D et je mets mon chargeur de 9 mm dedans. Est-ce que j'ai un SMG dans les mains? Est-ce que ma réplique elle a changé? Moi j'ai tendance à dire que non. Ça va pas changer ma façon de jouer, ça va pas changer ma façon de recharger, ça va pas changer mes performances, ça va rien changer en fait. En airsoft, non. En airsoft, non. Après, c'est une histoire d'appréciation. De se dire, je joue un Hog Para parce que je trouve ça stylé, j'aime bien l'originalité du Hog en 9 mm, mais en soi, comme dit Gond, c'est juste du roleplay, et plus que du roleplay, c'est du roleplay personnel. C'est un roleplay qui ne va absolument pas toucher les autres joueurs. Au-delà de ça, c'est comme pour les DMR, comme pour chaque catégorisation, on impose une catégorie qui dépend de l'arme qui est répliquée. En soi, c'est ce qu'on disait, tu pourrais jouer un MP5 SD6 en DMR parce qu'il est long comme pas deux et que tu mets un long canon, tu mets une lunette dessus, et c'est ok. Comme tu peux jouer un Mark 23 en DMR si tu prends le SSX 23 Novridge qui est déjà fait pour être joué comme ça. En airsoft, en soi, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce que tu veux, vu que dans tous les cas, que tu joues un Bolt ou un MP5, tu vas toucher à 60 mètres. Donc à chaque fois, c'est s'imposer un choix, c'est s'imposer une catégorie et Moi, au-delà de s'imposer un choix, c'est que là, dans le cas de la SMG, ça ne change rien pour les mecs qui sont en face. Parce que dans le cas du DMR, si on adopte un jeu DMR, ton jeu il va changer, ton jeu il va être différent, et les gens qui vont jouer en face de toi ou avec toi ne vont pas avoir la même expérience si tu joues DMR dans un rôle que si tu t'imposes le rôle fusil d'assaut. Mais dans le cadre d'une SMG, c'est quoi un jeu de SMG? mais il y a pas de jeu de SMG. C'est ça la différence. Du coup, si tu choisis de t'imposer le chargeur 9 mm, ou si tu te dis, bah les couilles, je mets du 5,56, ça ne va rien changer pour personne autre que toi. Non. En fait, tu peux ramener le débat, le plus bas fondamentalement possible. Pourquoi on n'est pas tous avec des M4? Mais c'est ça la question, moi je me la pose, hein. C'est nul à chier, les M4. C'est une histoire de goût, c'est une histoire de style, hein. Pourquoi tu joues à un MP5? Parce que tu l'as vu dans un film et que tu as envie de te la jouer Stargate. Mmh. Mais n'empêche que, pour revenir du coup au sujet de base, est-ce que le SMG est une réplique ultime? Et si on considère qu'on peut mettre un chargeur de 5,56 sur une SMG en airsoft, oui. À ce moment-là, la réplique ultime, c'est le SMG. Je suis désolé, mais une M4 5 pouces, qui a un canon suffisamment long pour que la bille accélère à son plein potentiel, c'est-à-dire 22 cm, ce qui est vraiment très court. Vous prenez le meilleur bloc au up, le meilleur joint, le meilleur canon, ça veut rien dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous montez une gearbox aux petits oignons,
Vous avez une réplique extrêmement légère, extrêmement compacte, qui prend des chargeurs qui sont trouvables partout et qui fonctionnent bien. Vous avez 12 tonnes de pièces disponibles. Si vous avez envie d'upgrade un truc, si vous avez besoin de remplacer quelque chose qui casse, etc., vous avez la réplique ultime. Donc oui, le SMG est la réplique ultime. Si on considère que le SMG en airsoft, il n'y a pas d'histoire de calibre en fait. Parce qu'en airsoft, il n'y a qu'un seul calibre. C'est pas tout à fait vrai, maintenant il y a le kit full trust de chez Norwich, mais si on considère les gens normaux qui ne sont pas des autistes du Bolt, il n'y a qu'un seul calibre en airsoft. Et à ça, je rajouterais même, on parle de SMG, mais est-ce qu'on peut parler de PDW? Le PDW, c'est l'approche du SMG appliquée à un fusil d'assaut. Heu, Ah si, c'est quelque chose qui est censé avoir beaucoup de punch, malgré une taille réduite. ouais, la définition du PDW varie. Le PDW à la base, c'est surtout un truc que tu peux cacher. Au final, PDW, SMG, en dehors des répliques avec un rôle très précis, parce que tu parles de DMR, de snipe, mais batteuse aussi. C'est des rôles qui sont très précis. Il y a vraiment un rôle tout désigné à la réplique. Shotgun, pareil. Un SMG, ça va être la même chose et va pas y avoir de Le problème, encore une fois, c'est que ça soit DMR, que ça soit Bolt ou que ça soit batteuse, il y a un jeu qui est imposé, entre guillemets, par le roleplay et par la réplique. Alors que le SMG, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une classe à part, je trouve, hein. C'est un sujet extrêmement compliqué, le SMG, parce qu'il y a deux façons de le considérer, et malgré les deux façons de le considérer, ça change absolument rien, en fait, en termes de roleplay. Mais parce que, comme tu le dis, c'est que la transition qu'il y a entre le SMG et l'AR, qui a lieu pour une arme à feu, n'a pas lieu en airsoft parce que, comme tu le disais, avec canon de 22 centimètres, ta bille aura déjà atteint le maximum de son accélération et tu peux jouer un AR en full polymère, avec, chargeur type 5,56 et un canon de 22 centimètres, qui sera tout aussi facile à utiliser, voire même plus qu'un MP5. Largement plus, parce que le MP5, on se dit que c'est compact, mais un MP5, c'est pas si compact que ça. Déjà, tu prends la version SD6 avec crossplane, Oui, et un MP5, c'est pas si compact que ça. Et personnellement, si je devais me monter la réplique ultime sans me poser la question de est-ce que c'est roleplay, est-ce que je suis pas un énorme clown à me faire ça, je me pose pas une seule seconde de question. Ça sera une M4, ce sera un garde-main très court, ce sera un canon court mais de très bonne qualité, une gearbox de malade mental et une crosse pliable. Et là, on a la réplique ultime qui, en soi, théoriquement, était un SMG, mais non. mais c'est aussi parce que la M4 est la base avec le plus de pièces détachées, sur le marché. Tu peux faire plein de choses aussi avec la deuxième mage du derrière qui est l'AK, mais ce sera jamais autant qu'une M4. C'est comme au niveau des PA, tu peux faire ce que tu veux avec un high kappa, mais le seul qui a réussi à atteindre ce niveau, voire peut-être même le dépasser, c'est le AAP. Et le Glock aussi. C'est un peu chiant à cause des générations. Il y a quand même de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais c'est genre vraiment loin du niveau du high kappa. Mais tu vois, par exemple, tu as parlé de l'AK. Moi, l'AK, il y a un problème que je vois à l'AK, c'est que c'est lourd une AK. C'est une feuille d'acier qui est pliée. Pareil, l'ergonomie d'une AK, bon, elle est ce qu'elle est, quoi. Je suis désolé de vendre, pas le cancer de l'airsoft, mais cette putain de M4 qu'on voit partout. Une uniformisation de l'airsoft. Voilà, cette uniformisation dégueulasse. Mais Si on part sur du métal, la M4, elle aura tendance à avoir un corps en alu, tandis que l'AK, vu que les enjoyeurs d'AK, ils veulent à tout prix un corps acier parce que sinon c'est pas drôle parce que c'est des putains de masochistes et qui veulent un truc pas ergonomique, ah oui, là, effectivement, ton AK, elle est plus lourde que ta M4. Mais si les deux, c'est des corps polymères. Imaginons, je suis même dans ton délire en mode je m'en fous, je suis retarded et je veux avoir le truc le plus léger possible et je m'en fous de pas mal d'aspects. Une AK polymère, je crois pas que ça existe. le receiver d'une AK est un peu plus long que celui d'une M4, donc déjà on perd quelques centimètres. Ensuite, l'autre problème de l'AK, c'est le chargeur. Disons qu'on peut plus se chier sur un rechargement sur une AK que sur une M4. L'ergonomie, encore une fois. Quand je te dis, si je choisis une AK, c'est pas pour un choix d'ergonomie, hein, c'est pour un choix de faire différent, mais tu peux faire léger parce que c'est la deuxième réplique, de fusil d'assaut la plus répandue Ouais, et c'est juste qu'effectivement, à tous les niveaux, une plateforme AR, c'est plus ergo, c'est plus moderne, c'est plein de choses, alors que bon, l'AK, le design n'a pas changé depuis, 1947, donc bon, on reviendra côté ergo. Quoi qu'il en soit, Kurmat avait fait une très très bonne conclusion juste avant que vous partiez en live. sur le fait que la réplique ultime, c'était une SMG qui n'en est pas une. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne conclusion. J'ajouterai juste à ça le petit mot personnel. Je vais dire exactement la même chose que j'ai dit pour les bullpups. Ce que j'adore dans l'airsoft, c'est la variété. Là, je suis en train de défendre corps et âme une non-variété, une uniformisation, dans un pur but de recherche de performance. Mais en fait, ça sert à rien. La performance, non. On fait un sport qui est basé sur le fair play, pas sur la compétition. Si vous êtes dans un cadre de speedsoft, si vous êtes dans une recherche de la performance, oui, vous pouvez vous tourner vers ça. Mais si c'est pas le cas, je vous incite à aller vous tourner vers des merguez abominables que sont les SMG. Bizarre, les vrais, celles avec des chargeurs 9 mm. Tournez-vous vers ça, parce que si vous en achetez,
les constructeurs en fabriqueront plus et on aura plus de choix. Donc c'est exactement comme le bullpup, c'est pas une bonne idée d'en acheter, mais plus on en achète, plus on en a des biens. C'est pareil pour les SMG. Ça sera le mot de la fin. Ouais, merci Kurma pour cette rubrique technique qui, une fois qu'on aura coupé les accros, sera courte et compacte. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Gont afin qu'il nous ouvre le débat de la soirée. Elle est où ta hitbox là dans mon cul? Mais vous fumez, monsieur. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Le débat de ce soir, il va être sur un sujet potentiellement clivant, qui va être le tir à la libanaise, tactique légitime ou pure tricherie. Et du coup, déjà, qu'est-ce que c'est la libanaise? Parce que chaque tasso a sa propre petite définition de ce qu'est un tir à la libanaise et ce que ça n'est pas. J'ai un peu parcouru quelques règles d'assaut histoire de préparer un petit peu ça. Et ce qu'on retire de ça, c'est que le tir à la libanaise, c'est un tir qui se fait sans voir où l'on tire, au jugé, à l'abri d'un couvert. Je sais qu'il y a des gars qui me courent dessus. Je fais dépasser ma super MP5 Sima, qui est une belle SMG, sur le côté. Je vous la fous en full auto, et je garde le doigt collé à la côte des tanks, comme si je jouais à la 249, et j'arrose de haut en bas en faisant des cercles. Ce que vous appelez du tir à la hanche, c'est ce qui est connu comme le tir au jugé. Où s'estime, mais au moins tu sors ta tête et tu regardes où tu tires. Tu tires au jugé, mais tu regardes où tu vas. Tu peux contrôler ton tir. Mais par contre, on fait de l'airsoft, parfois on joue RP. Le tir à la libanaise, c'est quelque chose qui dans la vraie vie se fait. C'est surtout ce qu'on voit quand on a des films ou des séries avec des terroristes ou des criminels qui se planquent derrière une bagnole et qui arrosent tout en vidant l'équivalent de 30 chargeurs d'AK en 10 secondes. Et ça, quand on fait des parties RP, c'est des trucs qui peuvent se faire. C'est peut être autorisé de faire du tir à la libanaise parce que ça rentre dans un RP. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas la libanaise? Est-ce qu'il faudrait peut-être un petit peu la dédramatiser et l'autoriser un peu plus souvent sur les terrains? Là où justement tu parles de parties où il y a du RP, le RP, il est là pour la libanaise, mais il est aussi là pour plein de choses et on veut avoir une certaine immersion, un certain réalisme. Et ce réalisme induit forcément l'usage de chargeurs Rilcap, donc 30 coups. Donc tu fais le choix de tirer à la libanaise et d'envoyer tes billes au pif. Potentiellement, tu les gâches parce que vu que tu sais pas où tu tires, c'est pas comme si tu avais un mid-cap où tu pouvais tirer comme un dératé pendant 1 minute avant de vider ton chargeur. Là, tu as 30 billes, 35 si tu as un chargeur en plus haute capacité. Tes 30 billes, si elles partent dans le vide, même si tu lâches une grosse rafale de foule que tu vides tes 30 billes, ça va partir plus vite qu'un mid-cap à 120. 120, c'est 4 fois plus de billes, tirées. Faire un tir à la libanaise sur une partie RP avec un Rilcap, c'est pas la même chose que faire un tir à la libanaise avec une mid-cap et une réplique, qui tire à, 35-40 RPS, sur une dominicale derrière un couvert sur, des mecs qui sont à 5 mètres de toi. C'est ça. Déjà, en général, quand tu fais une partie RP, tu sais quel type de joueur tu vas avoir. Pareil, tu peux avoir des associations qui vont autoriser les Libanaises, mais ils savent quels joueurs ils ont ce jour-là. Parce que on en connaît, et vous avez peut-être déjà vous aussi croisé des gus, qui on leur explique que le DMR, il faut éviter de tirer à bout portant, et pourtant, dans la partie qui suit, le mec va te caler une bille à bout portant parce qu'il a eu la très bonne idée de charger avec son DMR, qui a une puissance de 1,8 joules. Le tout, à chaque fois, c'est de savoir à qui tu confies les règles de jeu. J'ai un autre avis sur la libanaise. J'ai un avis paradoxal, c'est-à-dire que je vais la défendre et la démonter, en fait. La libanaise, personnellement, je pense que c'est une tactique légitime, simplement parce que quand tu fais de la libanaise, c'est pas overpowered en clair, c'est pas abusé, c'est pas une tactique ultime. Parce que quand tu fais de la libanaise, tu sacrifies ta précision pour avoir un bout de peau qui dépasse moins. Si je suis en face de quelqu'un qui fait de la libanaise, j'accepte d'avoir plus de mal à le toucher, mais de voir sa précision être aux fraises en fait. Donc la libanaise, c'est un petit peu Jesus takes the wheel en fait. Non mais tu te fais sortir par un mec qui fait de la libanaise, c'est qu'il a eu de la chance. Et que toi, t'as pas été suffisamment précis pour toucher sa main qui dépassait. Donc pour ça, moi, la libanaise, je trouve que c'est pas unfair en fait. C'est pas injuste comme tactique. C'est pas un genre de truc où tu vas te faire systématiquement avoir par un mec qui fait de la libanaise. Moi, le problème que j'ai avec la libanaise, tu regardes pas ce qui se passe. Est-ce que le mec, il est en train de courir vers toi parce qu'il a un problème? Est-ce que le mec, il court vers toi, il y a ses lunettes qui tombent quand il court vers toi? Ça peut arriver, hein. Tu sais pas tout ça. Alors que si tu regardes et que tu vois le mec qui tombe ses lunettes, en général, tu lui colles pas une bille dans la tête. C'est ça le problème de la libanaise. On est en train de parler et on a Tristan au cœur du débat avec nous qui est non-voyant. Je sais. Est-ce qu'il faudra dériver après sur ce sujet? Peut-être. Je vous laisse dans un premier temps et j'aurais peut-être quelque chose à dire. Moi, la libanaise, j'aime pas ça, simplement parce que parfois, un mec te court dessus, il a perdu ses lunettes. J'en sais rien. Des conneries comme ça peut arriver en fait, c'est ça le problème. Je suis en train de faire mon scénario catastrophe là, mais généralement, quand quelqu'un court pour venir t'appeler à l'aide, entre guillemets, parce qu'il y a eu un problème, il gueule fin de partie ou aidez-moi ou un truc comme ça. Donc là, à la limite, je veux bien comprendre.
Mais imagine, je sais pas, le mec, il y a le strap de ses lunettes qui se décroche pendant qu'il est en train de te courir dessus. Et toi, tu tires à la libanaise, tu vois pas que son strap de lunettes est tombé. Et là, tu lui colles une bille dans l'œil. Bon, bah, 4,5 joueurs aveugles maintenant. Bah, en fait, c'est pour ça que j'aime pas les manèges. En soi, la tactique ne me pose pas de soucis. C'est pas une faire, je trouve, là. Par contre, en termes de sécurité, vu qu'on est quand même pas là pour se tuer, je me pose certaines questions. Et du coup, Tristan, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Nous, dans notre association, à la 303, on n'encourage pas, dans les différentes règles de jeu, les tirs à la libanaise. Pareil, ils disent, en gros, si vous vous planquez comme pas possible et que vous dépassez le moins possible quand vous tirez, si vous la prenez dans la main ou dans la tête, c'est un peu le jeu parce que vous êtes planqué. Donc, quand il y a que la tête, que les mains ou dépassent, machin. Donc, du coup, ça serait plus une régulation. Le tir à la libanaise n'est pas encouragé dans l'assaut. Après, je sais que, de mon point de vue spécifique, c'est un truc que je pourrais faire, mais au final, rester planqué en tirant, j'essaye de pas trop le faire quand même parce que de toute façon, déjà pour moi, j'ai remarqué que être derrière un obstacle, ça déforme le son et donc du coup, ça fait baisser la précision quand même. Par contre, je pense qu'il y a un entre-deux entre la libanaise et un tir de réaction, entre guillemets, c'est qu'on peut prendre une visée en écoutant ce qui se passe de l'autre côté, en étant un peu attentif, en essayant d'utiliser un peu ses autres sens. On peut commencer à viser, apparaître et être déjà dans un axe avec une certaine cohérence et un peu correct, on va dire, et commencer à tirer assez vite et donc du coup faire un effet de surprise plus fort que si on avait dû prendre une visée en sortant du couvert. Là pour le coup, c'est un semi-mauvais exemple parce que dans mon cas là pour le coup, c'est un allié qui a dû se coucher très très rapidement mais parce qu'en fait, on m'avait placé sur un point d'accès au camp et on avait signalé en gros que si un allié comptait courir sur ma position, il fallait prévenir et pas me foncer dessus et en fait moi j'étais dans une toute petite tourelle et j'ai un allié qui est arrivé en courant, en faisant beaucoup de bruit et en chargeant littéralement comme s'il allait charger la tourelle. Évidemment, je me suis relevé très rapidement et j'ai envoyé des rafales et en fait, je pense aussi que dans le mouvement de la libanaise, on néglige que comme tu es en train de bouger, ton tir est vraiment pas ajusté. Donc au pire, les premières rafales, elles vont encadrer le joueur adverse. Et je pense que lui, dans son cas, par exemple, il a vu des traits de billes. Moi, je fais des assez petites rafales, mais donc il a été entouré de rafales de billes dans tous les sens. Il s'est jeté par terre et après, il a eu le temps de parler. Donc du coup, j'ai reconnu sa voix et j'ai arrêté de tirer. Bah, après, il m'a dit qu'il avait failli faire une attaque, surtout qu'en plus avec le bruit de la MP7 qui est assez caractéristique. Elle fait beaucoup de bruit et beaucoup de gens pensent que c'est une batteuse quand ils entendent le bruit sans la voir. Je serais un peu d'avis de dire aussi que tu perds en précision. Même moi qui vise à l'oreille, vu que tu es en train de bouger, c'est un tir à de rapidité. Alors, je serais pas pour, par exemple, le mec qui reste complètement planqué et qui tire sur le côté d'une palette ou en faisant dépasser d'un mini trou le canon. Mais sur un tir de couverture, un tir pour bloquer, il y a une fonction de tir barrage aussi un peu. Ça marche aussi un tir de barrage. Un mur de feu pour bloquer en face. Pareil, dans cette tourelle, moi je l'ai fait. On jouait dans un scénar où c'est le 4x4 qui chargeait un fort. Globalement, les mecs en face essayaient de se planquer derrière le 4x4 comme il était blindé. Ils essayaient de nous déborder ou de nous attaquer dans le fort. Et je sais que je suis pas sûr d'avoir touché directement quelqu'un. Mais mes tirs de barrage, comme j'étais un peu planqué, je faisais des réactions rapides dès que je les entendais essayer d'avancer. Ça a permis à mon équipe de mettre en place une stratégie, de les contourner et de faire une action. Donc je pense que c'est comme tout. En airsoft, c'est toujours notre fair play, notre engagement personnel qui compte aussi. Mais il faut quand même faire une distinction entre ceux qui sont, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, qui sont planqués derrière une palette. Ils font juste dépasser la réplique sur le côté de la palette. Ils sortent pas du tout. Il y a juste la réplique qui dépasse du côté où ils font juste apparaître le canon dans un trou de palette. Rien du tout. Et tu as juste le canon qui dépasse du mur. Et je trouve personnellement que faut pas en abuser, c'est comme tout. Mais ça peut avoir une forme d'intérêt. J'ai tendance à prendre des visées approximatives au son avant de sortir. J'essaye aussi de m'exposer un peu le moins possible parce que forcément, celui qui me voit en face, il a une réaction plus rapide que moi. Si lui, il fait plus de bruit et qu'il a bougé un petit peu entre-temps, mon tir sera beaucoup moins ajusté que lui s'il me voit et qu'il ajuste son tir en temps réel. Ça fait partie des stratégies, peuvent s'entendre, mais encore une fois, il faut doser, il faut voir comment c'est fait, quoi. Faut pas en abuser. Et c'est pareil avec une batteuse, par exemple. Si tu as une batteuse dans ton équipe, si tu le mets dans une tourelle, comme dans mon cas, il a plutôt intérêt à faire des petites apparitions rapides, lâcher quelques rafales de billes, bloquer en face et se remettre à couvert, même sans forcément chercher à toucher directement en face et à avoir un tir ajusté, mais au moins baisser les têtes et faire un tir de prévention et de fixer la cible. Mais dans ces cas-là, il sort, c'est pas comme s'il avait la batteuse sur le rebord, qu'il restait bien accroupi dessous et qu'il appuyait sur la gâchette en la faisant tourner. Ouais, voilà, c'est ça. Faire sortir un petit peu la tête, juste que tu les yeux qui dépassent et lancer un petit tir au pif comme ça, mais quand même, tu comprends à peu près où tu tires. Ça, c'est clairement pas de la libanaise pour faire une interdiction. Là, on est vraiment dans le cas où c'est: «Ah, j'ai 10 mecs qui arrivent vers moi, je sais que je me fais déjà tirer dessus. Allez, je peux prendre de risques. Hop là, je sors, je décale et j'arrose». Ouais, c'est ça. Moi, je serais vraiment, pas du tout pour, le cas où, il est vraiment beaucoup trop à couvert. À la limite, même si lui, il dépasse pas beaucoup, tu as quand même tes mains qui tiennent la réplique et déjà ta réplique, elle peut compter out, tes mains aussi, mine de rien. Enfin, moi, j'en ai pris une dans les mains il y a pas très longtemps, dans un croisement de mur et mais c'est passé sous les gants et je peux vous dire que ça a ses risques aussi. Pour avoir
testé la libanaise lors d'une pseudo OP private à la Gers Airsoft. L'équipe où j'étais, on avait le droit de tirer à la libanaise parce que c'était dans notre roleplay. Bah, pour avoir tiré à la libanaise au MP5 en full auto et avec des chargeurs mid-cap comme un espèce de gros sourd, même si les mecs en face ils étaient à 10 mètres, j'ai touché personne. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent, spray and pray, c'est ma devise. Et en face, les mecs étaient à 10 mètres. Hein. S'il avait sorti la tête, je les aurais eu tous les deux. Mais à la libanaise, rien est sorti et j'ai cramé sans la bille. Et il y a personne qui était touché. C'est aussi un risque à prendre. Et surtout que, comme je le disais, même si tu es derrière un obstacle, moi je l'ai constaté, même si tu essayes de viser un peu au bruit, de derrière un obstacle, c'est vachement trompeur. Hein. Et là, notre point, c'est qu'on entend souvent et on lit souvent que la libanaise est interdite parce qu'il y a du coup un souci de sécurité, qu'on voit pas où on tire et on sait pas dans quel état est la personne de l'autre côté de la palette. Mais je me pose une question, quid du jeu de nuit? Parce que pour nous, Turbo Prolo, qui ne pourront pas nous permettre de claquer 10 000 balles dans des NVG dernier cri type Zero Dark 30, bon, t'es de nuit. Au bruit, tu sais que t'as un gars qui est peut-être entre 10 et 20 km devant toi. Mais surtout que la nuit, ça accentue les bruits. Voilà. Et tu te dis, bon ben, il est là-bas, je vais lui tirer dessus. En soi, tu le sais pas si le gars il est proche ou pas, tu sais pas s'il a ses lunettes. Mais pourtant, on joue quand même de nuit et ça se passe très bien. Et on est dans les mêmes conditions que si tu fais une libanaise derrière ta palette. Je te fais une parenthèse vite fait sur les NVG, mais pour tous les amis qui n'ont pas les moyens de se payer une NVG, j'ai joué contre et avec des gens qui en avaient dans des scénarios nocturnes. Souvent, il y a un effet tunnel de fou quand tu as la NVG, surtout si elle coûte très cher et que tu es très content de l'utiliser. Du coup, il y a un effet tunnel, tu as envie de regarder tout ce qui se passe dedans. Il se pourrait que tu aies un joueur aveugle qui te tape sur l'épaule et qui dise putain derrière toi. Et ouais, bah oui, j'avais pas vu du tout parce que j'étais focus là-bas devant à regarder ce qui se passait. Vous avez des NVG naturels, lisez-les. C'est game changer, hein. Je suis le premier à dire que la NVG c'est de la merde, mais le fait est qu'il y en a qui claquent des milliers et des cents dans littéralement des trucs où une lune claire et t'allumes pas de lumière, tu vois suffisamment pour repérer une ombre d'un mec à 30 mètres. Hein. Oui, et puis t'es pas du style, comme tu dis, avec un statut Turbo Prolo, à acheter une NVG pour aller l'utiliser 2 fois dans l'année. Bah, techniquement, hein, quand on voit ceux qui font des OP 1000 sim avec leur tube, bon, ils doivent en faire quoi, 4 dans l'année, puis basta quoi. Hein. Quand ils se prennent pas une bille à l'intérieur, le truc il va péter. Non, c'est un petit peu du sujet. Pour en revenir du coup à la libanaise, est-ce qu'il faudrait pas le tester, tout simplement, de temps en temps, voir un petit peu ce que ça vaut, est-ce que ça pourrit tant les parties? Comme tu dis, je pense qu'il y a un biais cognitif qu'on a dessus, mais après, ça dépend, comme quand on proposait le 2,5 joules sur certains snipers, ça dépend à qui tu le mets. Tu as des joueurs qui vont être responsables et qui vont l'utiliser avec parcimonie, et puis il y a des turbos idiots, comme on peut en croiser régulièrement sur les terrains, qui vont le prendre et en abuser. Et du coup, est-ce que vu qu'on a 2 membres de l'ASSAT ici présents, pour la partie à l'ASSAT du dimanche 6, est-ce qu'on testerait pas d'autoriser les tirs à la libanaise pour le LOL? Le silence était éloquent. Je ne suis pas concerné, je ne me prononce pas. Monsieur Leca, Ouais. En fait, on joue en semi chez nous, donc faire de la libanaise en semi. Dixit le Gambinari, hein. La seule association sur laquelle tu peux jouer en rafale courte, c'est la Gers Airsoft, dans notre coin. Après, en semi, il suffit juste de spammer la trigger ou de faire comme ça une certaine DMP9 et passer en binary. Et d'ailleurs, on parlait de libanaise, mais ça fait penser même semi ou full. Il y a un truc fait qui en soi, c'est que quand tu passes une porte, quand tu rentres dans une pièce, faire 2-3 tirs préventifs. Perso, moi je le fais. Dans mon cas, c'est une raison toute bête, hein, mais c'est que moi, le temps que j'entende un mec bouger, pareil, il faut qu'il bouge d'abord. Alors que moi, lui, il me voit entrer. Enfin voilà. Alors que quelqu'un qui scanne la pièce du regard, il peut voir que c'est un concours de vitesse. Mais les 3-4 billes qui partent quand tu passes une porte en CQB, et surtout en ultra CQB comme ça, il y en a beaucoup qui partent dans le vide et il y avait personne dans la pièce. Et tu sais pas non plus, forcément, on pourrait remettre les mêmes arguments que tu sais pas sur quoi tu vas tirer. Et quand t'as déjà pressé la détente, la bille elle est déjà partie. Tu te rends compte que le mec il avait ses lunettes, machin, toujours pareil quoi. Mais est-ce que pour autant, ça fait partie des trucs à empêcher C'est le pré-shot, ça, moi, du coup, si je ne me plante pas dans mes définitions. Ouais, un genre de pré-shot, tu rentres, t'envoies dans 3-4 angles une bille, histoire de quoi. Ah, ça, du coup, c'est pareil, t'as des assos qui l'interdisent. D'ailleurs, j'ai vu une publi il y a pas longtemps là. Mais moi, je sais que nous, en Paul Sim, ça nous arrive de le faire. Quand on sait qu'en face, il y a que des hostiles en cible et qui vont tous forcément nous attaquer d'entrée de jeu, des fois, tu rentres dans une pièce, tu lâches une bille ou deux, histoire de, et puis Ça reste modéré, ça reste une bio 2, tu fais pas un Mac dump dans la pièce au pif, quoi. c'est comme tout, quoi. Faut pas abuser. Puis de toute façon, sinon, tu crames ton chargeur et tu Tu te fais sortir après, hein. tu vas perdre la colonne, tu vas te faire sortir après. C'est comme tout, hein, le pré-shot, t'en as qui l'utilisent. C'est utilisé dans des associations, c'est utilisé par des joueurs et peut-être par plus que ce qu'on pense. Mais tant que c'est utilisé avec parcimonie, à mon avis, il n'y aura pas de problème.
Moi, je trouve ça a de la gueule. En pole sim, on entre d'un coup et on s'est coordonné avant. T'en as un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Un truc un peu synchrone, bam, on prend la pièce, on contourne les obstacles avec quelques petits tirs de pré-shot de temps en temps. Franchement, ça a de la gueule. C'est une action qui est très cool à faire. S'il y a un mec en face, c'est pas pour autant qu'il a aucune chance de s'en sortir, hein. Les tirs sont tellement peu ajustés que, en fait, c'est surtout pour baisser les têtes et pour figer la situation. Mais Ça tient plus de la suppression que du tir effectif. ouais, d'ailleurs, faut aussi pas descendre son allié dans le process parce que tu te coordonnes mal et que vous flinguez tous les deux au même moment. C'est mieux en effet. Ça, c'est déjà vu, mais bon, ça fait partie des techniques qui peuvent être stylées, quoi. Et ben, on va peut-être conclure là-dessus, c'est qu'au final, c'est une technique qui peut être problématique si c'est abusé et utilisé par des joueurs à problème, mais pour des parties où on sait que des gars bien, pourquoi pas le tenter, voir ce que ça donne. Faut se responsabiliser, hein. Voilà. Merci Gont pour ce débat houleux qui a été conclu d'une manière de maître. Au final, pas tant que ça. On dit on choisit des débats sur lesquels on va pas être d'accord, on termine toujours d'accord en fait. On devrait renommer la section débat discussion. En tout cas, merci Gont pour cet échange. Tristan, j'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie et qu'on aura pu échanger des divers sujets qui te tenaient à cœur. Bah écoute, ouais, c'était super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me permets, mais juste, j'espère que parmi ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions sur l'inclusion, sachez que maintenant, on essaye d'y répondre. On fait de notre mieux avec les moyens du bord. Et si ça vous intéresse, peu importe la thématique, encore une fois, il n'y a pas que forcément des thématiques liées au handicap. Et justement, on applique une des règles de base de la commission que j'ai posée d'emblée auprès de la Fédé, c'était un rien sur nous sans nous. Donc, si on veut traiter des sujets, on a besoin de gens qui sont concernés par un sujet parce que je vais pas aller parler pour un sourd, par exemple, ça n'aurait aucun sens. C'est pas du tout les mêmes choses qu'eux. Donc, n'hésitez pas à venir faire coucou. On sera vraiment super content d'avoir votre retour si c'est juste pour faire un retour. Et si vous voulez faire plus, si vous voulez vraiment porter votre voix dedans et tout, ravi de vous accueillir, quoi. De la faire porter. C'est ça. Super. Ouais, écoute, Tristan, si jamais on passe du côté de Saint-Étienne, je pense qu'on te fera un coucou afin de découvrir la 333. Mais si toi, tu passes en région toulousaine, n'hésite pas à nous le dire afin de pouvoir se retrouver autour d'une bière ou autour d'un terrain. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler d'un sujet aussi vaste que toute une gamme d'airsoft, à savoir concevoir des répliques. Et sur ce, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager sur les réseaux sociaux, à laisser le petit commentaire qui fait plaisir ou à venir interagir directement avec nous. On vous dit tous à la prochaine. Bye. Bye. Au revoir à tous.